Recording start. Pas à me solliciter sur WhatsApp aussi. J'ai mon téléphone D'accord. juste à côté. Donc, si jamais voilà, les gens ne me reçoivent pas, aucun souci technique. Mais merci, c'est très D'accord. clair pour la présentation. OK, d'accord, c'est bon. Bonjour à tous. Super. Bonjour tout le monde. Donc, comme toujours, je suis ravi de vous retrouver pour, je pense, 2 heures d'échange. Je ne suis pas sûr exactement, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. D'échange, de partage d'expériences, d'apprentissage. Un apprentissage qui sera d'ailleurs mutuel. J'en apprends toujours autant des intervenants que eux, ils apprennent de moi. Et pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Abdoulouane. Je ne sais pas si Adrien m'a déjà présenté, mais je suis le responsable des ressources humaines du Consortium Jeunesse Sénégal. Donc, si vous m'entendez dire RH durant ces 2 heures, sachez que RH signifie ressources humaines. J'ai l'habitude d'abréger. En tant que responsable RH, vous imaginez bien qu'une partie conséquente de mon travail consiste à faire des recrutements et donc à conduire et animer des entretiens. Et c'est cette expérience-là de plusieurs années à piloter des entretiens et des briefings que je me propose de partager avec vous en termes de technique, en termes d'astuces, en termes d'approche. Débriefing, c'est le moment en fait après l'entretien où les membres du panel euh, échangent sur la performance des candidats qui ont passé un entretien. Et c'est à ce moment-là souvent qu'ils décident de la personne qui sera retenue et à qui on va faire une offre de poste. Donc, je tiens à remercier déjà tous ceux qui ont assisté aux sessions précédentes dont parlait Adrien sur ce sujet. Vos questions et interventions ont réellement animé ce partage d'expérience. Et j'espère que, comme disait Adrien, vous serez tout aussi impliqués et interactifs aujourd'hui parce que l'essentiel se trouve là. N'hésitez pas à poser vos questions, comme le disait Adrien, sur le chat. Et s'il y en a qui m'échappent, Adrien se proposait gentiment de relayer et de m'aider à retrouver le fil. Bien sûr, vous aurez le temps après d'ouvrir vos micros et d'exprimer vos questions. Et comme le disait encore Adrien, euh, la majeure partie de cette session, ce sera vos questions. Donc, je ne vais pas trop m'attarder non plus sur les éléments de présentation, sachant qu'effectivement, la partie sur les techniques d'entretien, elle suscite spontanément beaucoup d'échanges et de contributions de votre part. Je tiens aussi rapidement à présenter quand même mes excuses, une fois de plus, à ceux d'entre vous et celles qui m'ont contacté soit par email, soit sur WhatsApp, soit au téléphone pour des conseils en RH, pour une critique de vos CV, de vos lettres de motivation. Je reçois énormément de sollicitations et même si j'ai au fond l'intention de répondre à tout le monde, en temps opportun, à cause de mon emploi du temps, c'est un peu difficile d'être très proactif sur ça. Donc, il m'arrive même d'oublier parfois. Donc, n'hésitez pas à me relancer si vous n'avez pas de réponse en 1 ou 2 semaines. OK, donc allons-y pour cette session sur les techniques d'entretien. Je vais, comme je disais, limiter mon temps de parole au maximum, être très synthétique, mais quand même essayer d'être constructif pour alimenter vos questions. Donc, comme vous le savez, l'entretien, il arrive souvent à la fin du processus de sélection. Autrement dit, les recruteurs ont déjà vu votre CV et votre lettre de motivation. Éventuellement, ils vous ont même déjà demandé de passer un test écrit et l'ont déjà corrigé. Donc, l'entretien est souvent la dernière phase. Et si vous réussissez l'entretien, normalement, vous recevez une offre de poste. Donc, c'est une étape qui est ultime et cruciale et qui peut d'ailleurs être assez stressante parce qu'après l'entretien, il y a souvent un suspense qui peut durer plus ou moins longtemps. Le suspense de est-ce qu'on m'a pris, est-ce qu'on m'a pas pris. Ça peut être stressant et aussi parce qu'avant même l'entretien, vous savez pas comment est-ce que ça va se passer. Vous savez pas si vous aurez l'inspiration qui finalement dépend des jours. Il peut y avoir des jours où vous êtes inspiré, des jours où vous l'êtes pas. Vous savez pas toujours aussi qui vous aurez en face de vous. Vous connaissez pas forcément la personnalité des recruteurs. Vous ne savez pas vraiment quelles questions seront posées. Vous n'avez même pas le temps forcément de réfléchir à vos réponses parce que c'est du direct et c'est du flux tendu. Ça demande une certaine rapidité à organiser ses idées et à réfléchir. Raison pour laquelle il est impératif et capital d'être aussi préparé que possible avant l'entretien, justement pour limiter votre besoin d'improvisation et votre besoin d'inspiration sur le moment, qui, comme je le disais, peut fluctuer en fonction des jours, en fonction de votre forme, etc., etc. Pour revenir un peu sur la question des personnes que vous aurez en face de vous, généralement, le panel, il est composé de votre futur manager, du chargé des ressources humaines s'il y en a un, et parfois aussi de votre N+2, c'est-à-dire le manager de votre manager. Il se peut aussi qu'il y ait d'autres intervenants pertinents, notamment des superviseurs techniques ou bien
des personnes avec lesquelles vous serez amené à interagir si vous êtes retenu. Mais sachez que l'essentiel des questions sera généralement posé par votre manager et le chargé des ressources humaines s'il y en a un. Dans tous les cas, si vous lisez très attentivement la fiche de poste, et vous verrez que pendant toute cette session, ce sera mon leitmotiv, la fiche de poste, tout va graviter autour de cette question de la fiche de poste. Si vous la lisez attentivement, vous pouvez déjà vous faire une idée de la composition du panel. Donc, si vous voyez dans la fiche de poste que vous allez avoir des interactions très importantes avec telle ou telle personne, ça peut être les comptables, ça peut être les logisticiens, ça peut être les commerciaux, ça peut être les directeurs, ça peut être euh, tout un tas de parties prenantes internes. Euh, Vous pouvez déjà, à partir de ça, vous faire une idée de la composition du panel, c'est-à-dire des gens qui seront avec vous durant l'entretien. Euh, et donc, ça vous permettra déjà d'anticiper sur les questions que ces personnes vont vous poser. Donc, n'hésitez pas avant même l'entretien euh, à analyser la fiche de poste, comme je le disais, et à vous renseigner, si possible, sur l'entreprise, sur son organigramme et votre futur positionnement dans cet organigramme. C'est ce qui va vous permettre, comme je le disais, de vous faire une idée des gens qui seront présents euh, durant cet entretien et donc des questions que ces gens vont vous poser. Ces questions, justement, peuvent être regroupées en deux blocs principaux. D'une part, je dirais les questions sur votre parcours, votre expérience, donc des questions sur vous-même, sur votre motivation, sur vos compétences, sur vos aptitudes. Et d'autre part, des questions qui seraient plutôt techniques, sur votre compréhension de l'organisation, mais aussi et surtout sur votre compréhension du poste en lui-même, des futures missions qui vous attendent, des challenges auxquels vous aurez à faire face, des interactions que vous allez avoir avec les équipes, etc. Donc, autrement dit, d'une part, des questions sur qui vous êtes actuellement et ce que vous voulez, et d'autre part, des questions sur qui vous seriez dans cette entreprise une fois intégré, euh, cette entreprise qui vous fait passer l'entretien, et ce que vous pourriez apporter à cette entreprise. Donc, le but à ce stade, c'est d'aller au-delà du CV et de la lettre de motivation, parce qu'on a déjà lu votre CV, on a déjà lu votre lettre de motivation. L'idée maintenant, c'est de créer une dynamique d'échange. Donc, pas un interrogatoire, pas une série de questions-réponses, et surtout pas des réponses de type oui ou non, mais plutôt une discussion sur ce que vous vous attendez, sur ce que vous êtes capable de mettre sur la table, sur la collaboration qui pourrait en être et donc un échange sur les attentes respectives. Et c'est aussi l'occasion pour vous de mieux appréhender le contexte organisationnel parce qu'on va vous présenter l'entreprise. On n'attend pas que vous la connaissiez par cœur. On va vous présenter l'organisation, on va vous présenter les équipes, on va vous présenter les projets, on va vous présenter les enjeux, etc., etc. Donc c'est aussi le moment de créer un rapport de confiance. L'idée, c'est de savoir à qui on a affaire. Quel type de personne on a en face de nous? Est-ce que c'est quelqu'un qui va toujours faire du 9h, 17h pile et rentrer à 17h, même si on sait que, par exemple, ce jour-là, on aurait besoin de toi un peu plus longtemps parce qu'il y a un dossier urgent à rendre? Est-ce que tu es le genre de personne qui va aller au-devant des solutions plutôt qu'attendre que les problèmes enflent, grossissent et puis ensuite ne plus savoir quoi faire? Est-ce que tu es une personne qui a le contact facile? Est-ce que tu es une personne qui est capable de proposer des solutions, comme je disais? Est-ce que tu es une personne qui est capable d'interagir avec les gens ou bien qui travaille toujours dans son coin? Donc, c'est ces questions-là qu'on va essayer de susciter durant l'entretien et pas seulement des éléments du CV qu'on a déjà dit. Donc, c'est aussi l'occasion de créer un rapport de confiance et de poser à votre niveau toutes les questions possibles et imaginables qui vont vous permettre de vous projeter ensuite sur le poste. Et là, premier point intéressant pour moi, c'est, je parlais un peu des questions auxquelles on ne s'attend pas un peu plus tôt, mais il y a une question à laquelle j'ai remarqué tous les candidats s'attendent au moment où ils viennent en entretien, c'est la question présentez-vous. Ils s'y attendent tellement qu'ils la préparent et c'est parfois même celle qu'ils préparent le plus et vous sentez qu'ils l'ont même presque parquerisé. Ils ont parquerisé leur réponse, qui devient donc un peu mécanique, un peu robotique, et qui n'apporte pas vraiment beaucoup d'éléments de plus par rapport à la lecture du CV. Autrement dit, ce que la plupart des candidats font, ou ce que certains candidats font, c'est qu'ils vont juste réciter le CV. Ce qui n'est pas forcément intéressant parce que le CV, le recruteur, il l'a sous les yeux durant l'entretien. Donc, il ne faut pas réciter le CV, il faut l'interpréter. Il faut lui donner une coloration par rapport aux attentes du poste. Il faut le décrire au sens où vous allez expliquer des choses qui ne sont pas forcément évidentes à la lecture ou à l'écrit. Et souvent, les candidats préparent tellement cette question qu'ils remontent au tout début de leur parcours, peut-être même au lycée, au BFM, alors que c'est pas forcément ce qui va intéresser le recruteur. Le recruteur, il va s'intéresser aux éléments de votre parcours
qui vont avoir un rapport avec ce que lui, il attend de vous une fois que vous serez recruté. Je prends l'exemple très récemment, j'ai passé des entretiens, j'ai fait passer des entretiens pour un poste d'assistant projet. Et on a un des candidats qui, au moment de décrire son parcours, de se présenter, a beaucoup parlé de son expérience dans la logistique, parce que c'était son expérience la plus récente en réalité. Donc, il a beaucoup parlé de ça, il a moins parlé de son expérience dans la gestion de projet. Ce qui est dommage, parce qu'au final, on recrutait pas un assistant logistique, on recrutait un assistant projet. Donc, dans votre présentation, essayez de revenir sur les éléments de votre parcours qui sont en lien avec le poste pour lequel vous êtes en train de candidater. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler du reste. Ça veut dire qu'il faut parler du reste quand ça a un rapport direct ou indirect avec ce qu'on attendra de vous. Autrement dit, ce candidat-là, par exemple, au moment où il se présente, je ne dis pas qu'il ne doit pas parler de son expérience dans la logistique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on est assistant projet, on est amené à coordonner des ateliers, à coordonner certaines activités sur le terrain qui supposent des éléments de logistique. Et donc, il aurait pu orienter son discours de telle sorte à ce qu'on comprenne que son expérience dans la logistique pourrait être utile dans le cadre du poste d'assistant projet. Mais c'est pas ce qu'il a fait. Il a parlé de la logistique comme si on recrutait un assistant logicien, ce qui n'est pas la bonne approche en réalité. Je prends par exemple mon cas. Je suis responsable des ressources humaines. En réalité, je n'ai pas étudié les ressources humaines, j'ai étudié plutôt la finance. Quand je suis en entretien, ça ne veut pas dire que je ne vais pas parler de mon parcours en finance parce que ça n'a pas de lien, mais je vais parler de mon parcours en finance en faisant le lien avec mon poste de RH. Autrement dit, je vais dire, OK, j'ai étudié la finance, mais en réalité, quand j'aurai à faire des budgets RH, ce que j'ai appris en finance va me servir, va m'être utile. Euh, Quand je vais devoir recruter un comptable, vu que moi-même j'ai une formation dans la comptabilité, je saurai mieux poser les questions. Je saurai comment parler à ce comptable-là. Quand il s'agira de faire la paye du personnel, il y a des éléments comptables qui entrent en jeu et vu que j'ai de l'expérience dans la comptabilité, je pourrais mieux euh, faire la paye du personnel et interagir avec les équipes comptables. Donc, vous voyez, il s'agit toujours d'emmener les choses sur le terrain du poste pour lequel on candidate et donc d'interpréter votre expérience dans ce sens-là et pas juste de donner votre expérience de manière froide et désincarnée. Si je vois, par exemple, et j'en reviens encore à la fiche de poste, c'est vraiment l'élément le plus important. Sachez que l'annonce de poste, souvent, et la fiche de poste sont à peu près équivalentes. Donc, si vous lisez l'annonce de poste, les éléments de la fiche de poste se retrouvent là-bas. L'annonce de poste, c'est celle que vous voyez sur les sites Emploi Dakar, Emploi Sénégal, Senjob, etc., etc. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à demander au recruteur, parce que là, vous avez déjà eu un contact avec le recruteur, puisque vous êtes en entretien. On suppose que il vous a contacté pour l'entretien. N'hésitez pas à demander au moment où on vous contacte la fiche de poste. Et comme ça, vous pourrez la lire, vous pourrez l'exploiter et vous allez voir sur la fiche de poste des éléments qui vous permettront de préparer votre entretien. Par exemple, si je vois souvent Excel sur la fiche de poste, je vois que très souvent sur la fiche de poste, on demande des compétences en Excel. Au moment où je vais me présenter, je vais insister un peu sur ma maîtrise d'Excel, sur le fait que j'ai eu à utiliser Excel, soit personnellement, soit dans le cadre de mes activités professionnelles. C'est ça qui va nous intéresser, plus que des éléments qui peuvent être intéressants, mais qui n'ont pas de rapport avec ce que nous, on attend de vous quand on vous fait passer un entretien. De même, si je lis la fiche de poste et que je vois que sur ce poste-là pour lequel je suis en train de candidater, la communication est extrêmement importante. Il est attendu de moi que je puisse coordonner des choses, que je puisse interagir avec beaucoup de personnes. Au moment où je vais me présenter, là, je vais insister sur mon expérience personnelle ou professionnelle dans la communication. Je vais dire, par exemple, que j'étais responsable du bureau des étudiants à la fac ou bien au lycée. Donc, ça m'amenait souvent à prendre la parole, à communiquer, à coordonner des activités, etc. Donc, vous voyez, il s'agit toujours de dire des choses qui sont pertinentes et qui vont sonner juste à l'oreille du recruteur. Et là où c'est dommage, c'est que la plupart des gens qui répondent justement à ces questions, présentez-vous, le font vraiment en reprenant leur parcours de manière euh, de manière jusqu'au bac, en revenant jusqu'au bac ou au BFM, et en réalité, ils ne relatent pas des éléments de leur parcours et de leur expérience qui font écho au poste. Donc, j'espère que cet élément-là, il était assez clair. Ensuite, je disais un peu plus tôt qu'il faut venir préparer pour limiter votre besoin d'improvisation et d'inspiration. Et j'ai déjà vu la différence entre une personne qui est préparée et une personne qui ne l'est pas. Je vous assure que c'est flagrant, parce que la personne qui n'était pas préparée, là j'ai un exemple en tête, elle a complètement perdu ses mots, et elle s'est complètement embrouillée durant l'entretien, euh, alors qu'au fond, elle avait parfaitement les capacités pour répondre aux questions.
alors que l'autre personne, elle avait tellement étudié la fiche de poste, on revient toujours à la fiche de poste, qu'elle avait aucune difficulté à répondre aux questions qui lui étaient posées, alors même que c'était un poste qu'elle n'avait jamais occupé avant. C'était nouveau pour elle. Mais elle avait suffisamment préparé son entretien pour être confortable et pour ne pas être réellement prise au dépourvu. Il y aura forcément durant l'entretien des questions auxquelles vous ne vous attendez pas ou que vous n'avez pas anticipé. Mais si vous avez suffisamment étudié la fiche de poste, normalement, vous ne serez pas extrêmement surpris. Vous saurez à peu près comment répondre aux questions, même si vous ne savez pas à l'avance les questions en question. Et de toute façon, il y a des questions qui reviennent 90% du temps. Donc, ces questions-là, il faut pouvoir les préparer avant d'arriver en entretien. On va vous demander quelle est votre compréhension des enjeux du poste. Alors, les mots ne seront pas forcément les mêmes d'une personne à l'autre, d'un entretien à l'autre, euh, selon votre situation, etc. Mais le fond, souvent, est le même. Donc, la question va toujours être, d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous avez compris ce qu'on attend de vous? Est-ce que vous avez compris quelles seront vos missions? Et ensuite, on vous demandera en quoi est-ce que votre parcours euh, permet de répondre à ces enjeux-là. En quoi est-ce que votre parcours permet de nous donner confiance en ce que vous serez capable de répondre à ces problématiques-là dans la fiche de poste. On vous demandera aussi, d'une manière ou d'une autre, ce que vous savez de l'organisation. Et donc là, l'idée, c'est pas de revenir encore une fois. Comme je disais, quand vous vous présentez vous-même, vous n'allez pas raconter forcément votre vie dans des détails qui sont pas forcément intéressants. De la même manière, lorsque vous présentez l'organisation, vous n'allez pas raconter forcément tous les détails que vous avez vus sur Wikipédia et autres, qui sont pas forcément intéressants. Vous allez présenter l'organisation de manière vraiment succincte, synthétique, en rapport avec euh, votre poste. Par exemple, si vous avez un poste de commercial, quand vous allez présenter l'entreprise, vous allez présenter des indicateurs, par exemple, commerciaux, sur le chiffre d'affaires, sur l'évolution du chiffre d'affaires, sur les stratégies commerciales de l'entreprise, sur son positionnement, etc. Vous n'allez pas dire forcément qu'elle a été fondée en 1998 par quatre personnes dont vous allez citer les noms, en disant que le capital c'est tant, etc., etc. C'est pas forcément intéressant, la forme juridique, etc., alors que vous êtes commercial. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est qu'est-ce que vous avez compris des dynamiques commerciales de l'organisation. Il y a des questions comme pourquoi est-ce que vous voulez quitter votre poste actuel si vous êtes déjà en poste? Cette question-là, il faut s'y attendre et il faut la préparer. Parce qu'on va vous demander pourquoi est-ce que vous avez des problèmes dans l'organisation que vous quittez? Est-ce que c'est parce que vous vous ennuyez là-bas? Est-ce que vous ne risquez pas donc de vous ennuyer là où vous, chez nous? Est-ce que c'est parce que vous n'étiez pas très performant là-bas que vous voulez changer, etc., etc. Donc, il faut vous attendre à ce type de questions si vous êtes en train de transiter d'une organisation à une autre. On va vous demander quelles sont vos principales réalisations personnelles ou professionnelles dont vous êtes le plus fier, le plus satisfait. Et là, n'hésitez pas à mettre en avant vos réalisations personnelles dans le cadre, hors cadre professionnel si vous n'avez pas trop d'expérience professionnelle. Vous allez revenir sur vos engagements associatifs, sur vos engagements étudiants, vous allez revenir sur des choses que vous avez fait par vous-même et pour vous-même dans votre vie privée, mais qui peuvent avoir un intérêt, encore une fois, et une pertinence par rapport à ce que nous, on attend de vous. Euh, on va vous demander aussi quels sont les outils que vous utilisez généralement pour organiser votre travail, etc. Et là, si vous analysez bien la fiche de poste, vous êtes déjà capable de savoir qu'on va attendre quelqu'un, par exemple, qui maîtrise bien Excel ou qui maîtrise bien Word ou qui maîtrise bien un logiciel bien précis. Et donc, on ne vous demande pas forcément de maîtriser ce logiciel, mais peut-être un logiciel qui y ressemble. Et donc, si vous maîtrisez déjà un logiciel qui y ressemble, n'hésitez pas à le dire. Euh, euh, et ce sera un point positif et un atout pour vous durant l'entretien. On va vous demander classiquement qu'est-ce qui pourrait pousser à vous choisir vous plutôt qu'un autre candidat qui pourrait être beaucoup plus expérimenté que vous, surtout si vous êtes junior et que vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Attendez-vous à ce type de questions-là. Vous n'avez pas d'expérience. Qu'est-ce qui nous pousse à penser que vous seriez capable de faire ce travail qui demande 2 ans ou 3 ans d'expérience? Et là, vous allez dire, OK, j'ai pas 2 ans ou 3 ans d'expérience, mais j'ai fait ceci et cela dans ma vie qui me permet de me positionner en toute confiance par rapport à cette position-là. Si vous avez des trous aussi dans votre CV, ce que j'appelle des trous, c'est des moments où vous n'étiez pas employé, des moments où vous étiez au chômage, par exemple, ou bien des moments où vous avez arrêté vos études pendant 1 an, 2 ans, 6 mois. On va vous demander qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps-là. Et là, il faut que vous puissiez expliquer euh, que certes, vous n'étiez pas en activité, vous étiez sans emploi, ou bien vous étiez hors circuit en termes d'études, mais vous avez fait des choses à côté, des choses intéressantes et des choses pertinentes. Donc, n'hésitez pas à vous-même avoir une lecture critique de votre propre CV
et anticiper les éléments de votre CV qui vont attirer l'attention du recruteur. Parce qu'il y a des éléments qui vont attirer son attention. Et donc, dites-vous, ça, je suis sûr que mon recruteur, il va en parler. Il faut que je puisse déjà anticiper la question et donc la réponse. Ça ne veut pas dire parqueriser. Il faut surtout pas parqueriser vos réponses, mais avoir déjà les éléments euh, charnières qui vous permettront d'articuler une réponse qui soit pertinente. Donc, globalement, anticipez tout ça sur votre CV. Pourquoi, par exemple, est-ce que vous faites jamais plus de 6 mois ou un an dans une entreprise? Quelqu'un qui fait toujours 2 mois ici, 2 mois ici, un mois ici, on va te demander, mais est-ce que tu n'es pas capable de rester longtemps quelque part? Pourquoi? Donc, anticipez ce type de questions-là. Ou bien, pourquoi est-ce que vous avez duré énormément sur un poste sans évoluer? Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté stagiaire pendant 3 ans, par exemple, alors que c'est même interdit? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas évolué au-delà de ce poste de stagiaire? Anticiper vraiment toutes ces questions-là qui peuvent interpeller le recruteur. Et même si vous avez passé, par exemple, un test écrit avant l'entretien, posez-vous la question, quels sont les éléments du test écrit euh, que pour lesquels j'ai apporté une réponse qui n'était pas satisfaisante. Même moi, je pense que ma réponse n'était pas bonne. Et si ma réponse n'était pas bonne, il y a de fortes chances qu'on me repose la question en entretien. Sur tel élément de votre test écrit, vous avez dit ça. Est-ce que vous pourriez réexpliquer? Parce qu'on n'est pas sûr que c'est la bonne réponse. Et donc là, vous avez déjà anticipé, vous avez déjà préparé une nouvelle réponse qui soit meilleure que celle que vous avez fait durant le test écrit. Je reviens un peu sur la question qui est vraiment essentielle et qui revient à vraiment 90 voire 95% du temps. Quelle est votre compréhension des enjeux du poste? Et là, si vous lisez bien la fiche de poste avant de venir en entretien, vous n'aurez pas de difficulté à répondre à cette question-là. Donc, il faut que vous puissiez comprendre le rôle que vous aurez et ce qui est attendu de vous. Et ça suppose que vous fassiez des recherches. Si c'est quelque chose de complètement nouveau et inédit pour vous, un domaine que vous ne maîtrisez pas encore, mais le fait de bien maîtriser la fiche de poste va vous donner un avantage total sur les autres candidats. Parce qu'eux, ils vont essayer d'aller au talent en entretien, c'est ce que je dis souvent, alors qu'il ne faut pas aller au talent en entretien. En entretien, ça se prépare. Comme je disais, pas au point de parceriser, parce que de toute façon, vous allez oublier les réponses que vous allez parceriser, vous allez vous perdre. Et pire encore, vous risquez de répondre à des questions qui ne vous ont pas été posées. Et il n'y a rien de pire que ça, de donner au recruteur l'impression que vous n'avez pas écouté sa question-là. Et on se retrouve souvent avec des candidats donc, qui récitent leur parcours alors qu'on leur a même pas demandé de le réciter. Donc, et sachez avoir l'écoute active, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. C'est-à-dire, quand vous écoutez une question, essayez de comprendre ce que le recruteur essaie réellement d'évaluer chez vous. Et donc, répondez précisément à ça. Ne vous perdez pas dans votre réponse. Sinon, vous allez tout simplement donner l'impression de quelqu'un qui a parcourisé tout simplement ses réponses et qui n'est pas capable de se projeter réellement sur le poste. Et si vous ne comprenez pas la question, n'hésitez pas, demandez à ce qu'elle soit reformulée. Il n'y a rien de pire que de répondre à une question qu'on n'a pas compris. C'est-à-dire de donner une réponse juste pour donner l'impression que je ne suis pas sans réponse ou que je maîtrise le sujet, alors qu'en réalité, vous n'avez juste pas compris la question. Vous allez tout simplement perdre du temps inutilement. Vous allez obliger le recruteur à vous reposer la question, à reformuler. Et comme ils sont souvent polis, on va dire, ils vont pas vous interrompre pendant votre réponse alors que vous êtes en hors-sujet total. Et donc, vous allez tous perdre du temps et c'est pas productif. Donc, si vous ne comprenez pas une question, vous reformulez la question, ça fait gagner du temps à tout le monde. Plutôt que de dire au recruteur, euh, est-ce que vous pourriez reformuler? Vous-même, vous reformulez, vous dites, si j'ai bien compris la question, il s'agit de... Et là, vous donnez votre interprétation de la question et vous demandez de valider. Vous demandez au recruteur, est-ce que c'est bien ça? Et une fois qu'il a validé, là, vous êtes sûr que vous êtes sur le bon chemin et vous pouvez répondre tranquillement à la question. Donc, il ne faut pas, si vous voulez, il faut prendre le temps quand vous êtes en entretien. Il faut respirer, il ne faut pas se presser, il ne faut pas stresser inutilement. Avant de répondre aux questions, si vous voulez, vous pouvez prendre 1 ou 2 secondes tranquillement pour réfléchir avant de vous lancer. C'est mieux que de vous lancer rapidement et de faire un hors-sujet total. Donc, il faut parler à votre rythme, il faut laisser le temps aux idées de venir à votre esprit, de prendre forme. Il ne faut pas faire des phases extrêmement rapides, comme si vous vouliez cracher ça rapidement et vous débarrasser de ça. Si vous ne comprenez pas la question, vous demandez gentiment à la personne de reformuler ou vous le reformulez vous-même. Maintenant, si vous comprenez la question, vous l'avez bien comprise, mais que vous n'avez pas la réponse, là, c'est un autre cas. C'est-à-dire que vous avez bien compris la question. Ce n'est pas la peine de demander de reformuler, mais simplement, vous n'avez pas la réponse. Dans ce cas, ne vous contentez pas, et ça c'est très classique et courant, de dire je ne sais pas, et ensuite silence. Il ne faut pas faire ça en entretien.
Ça ne veut pas dire, attention, qu'il faut inventer une réponse ou dire n'importe quoi ou improviser complètement, alors que vous savez très bien que ce que vous dites est faux ou bien que vous n'avez aucune idée de la véracité de vos propos. Au contraire, lorsqu'on ne maîtrise pas un sujet, il faut tout simplement admettre le fait que vous ne maîtrisez pas le sujet parce que ça crée en fait un climat de confiance. Le fait d'admettre qu'on ne maîtrise pas quelque chose, ça laisse supposer que quand vous dites que vous maîtrisez quelque chose, c'est vrai, parce que vous êtes honnête dans le fait que vous ne maîtrisez pas. Mais si vous ne maîtrisez pas et que vous voulez à tout prix montrer que vous maîtrisez, vous êtes tout simplement en train de rompre cette relation de confiance avec le recruteur, qui va se dire que vous essayez tout simplement à tout prix d'avoir le poste, mais qu'en réalité, vous ne maîtrisez pas votre sujet. Ce n'est pas grave de ne pas avoir réponse à tout. Au contraire, personne n'a réponse à tout. Mais par contre, vous pouvez avoir une idée de réponse. Je vous donne un exemple. J'ai eu à recruter un responsable comptable. On avait plusieurs candidats. À chacun de ces candidats-là, on leur a demandé, êtes-vous au courant du fait qu'on a un nouveau référentiel comptable qui va être appliqué à partir du 1er janvier 2024? Ce référentiel comptable est un cadre juridique euh, qui organise en fait les écritures comptables et les schémas comptables qui seront utilisés. C'est un nouveau référentiel pour les organisations à but non lucratif, sachant que nous sommes une ONG. Euh, Tout le monde n'est pas au courant de ce nouveau référentiel comptable-là. Même au sein des comptables, tout le monde ne le sait pas. Et donc, les candidats n'étaient pas tous au courant de l'avènement de ce nouveau référentiel comptable-là. Mais là où la différence est faite, c'est comment est-ce qu'ils ont répondu. Parce qu'il y a ceux qui ont répondu en disant, ah, désolé, là, je ne peux pas vous aider, je ne savais pas, je n'en ai aucune idée, et qui se sont arrêtés là. Et il y a ceux qui, même ne sachant pas qu'il y avait un nouveau référentiel comptable, ont donné une réponse qui était intéressante. Ils ont dit, euh, OK, je n'avais pas cette information-là. Par contre, dès que je vais terminer cet entretien-là, je vais me renseigner sur ce sujet-là parce que c'est très intéressant. Et effectivement, je comprends que la réglementation change parce que dans le milieu des ONG, il y a un contexte bien spécifique qui n'est actuellement pas adressé, qui n'est actuellement pas euh, idéalement pris en charge par notre réglementation actuelle. Notre réglementation actuelle ne permet pas de répondre aux problématiques qui se posent dans le milieu des ONG. Donc, même si je n'étais pas au courant, je comprends qu'il y ait une nouvelle réglementation. Je comprends le pourquoi du comment, l'idée derrière. Ensuite, je vais pouvoir me renseigner dès que j'aurai fini cet entretien. Là, les deux réponses sont très différentes parce que dans l'un des cas, tu as une attitude démissionnaire qui donne l'impression que toi, dès que on te place dans une situation dans laquelle tu es un peu inconfortable ou bien devant un problème que tu n'as jamais vu, euh, un problème inédit ou nouveau, tu ne sauras pas comment réagir. Et de l'autre côté, on voit quelqu'un qui est capable d'articuler une réflexion, même lorsqu'il ne maîtrise pas le fond des choses. Donc, ça fait toute la différence en entretien. C'est quelqu'un qui est capable de mobiliser non seulement ses connaissances, mais ses aptitudes et surtout son bon sens pour résoudre un problème qui est nouveau. Donc, n'hésitez pas à mobiliser votre bon sens lorsqu'il s'agit de répondre à une question qui vous est posée et que vous ne maîtrisez pas forcément. Même si vous ne maîtrisez pas forcément la question, vous avez du bon sens. Et ce bon sens-là vous permettra de donner une réponse. C'est mieux que de dire non, je ne sais pas. Et de toute façon, étant donné que, comme je le dis souvent, les entretiens, c'est pas question pour un champion, il y a de très fortes chances que la question qui vous est posée euh, et un rapport direct avec votre parcours, votre expérience, ou en tout cas avec le poste. Et donc, si vous avez suffisamment exploité la fiche de poste, vous ne devrez pas être vraiment surpris par la question. Euh, Avec un peu de bon sens et de sérénité, vous pourrez répondre. La réponse est à votre portée. Même si vous ne serez pas très précis techniquement, mais vous allez donner quelque chose qui sera intéressant pour le recruteur. Donc, dites néanmoins, vous pouvez commencer par dire effectivement, je ne maîtrise pas forcément très bien ce sujet-là. Néanmoins, je pense que, ou il me semble que, ou j'aurais dit que. Et là, vous donnez tout simplement votre avis sur la question, toujours sans stresser. Le stress, vraiment, c'est quelque chose qui non seulement tue votre charisme, mais réduit votre présence durant l'entretien. Et ça donne vraiment l'impression de quelqu'un qui ne sera pas capable de se montrer à la hauteur de certains challenges ou de certains enjeux. Attention, stresser, c'est pas anormal. Je comprends très bien que vous soyez stressé en entretien. Tout le monde stresse, c'est tout à fait normal. Mais il faut canaliser ce stress-là. Il faut vous dire que si vous êtes arrivé là, si vous avez réussi à arriver à cette étape, cette dernière étape de l'entretien, c'est parce que vous méritez cette place-là. Donc, il n'y a pas de raison de stresser. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'êtes pas là pour rien. Euh, Vous avez le potentiel, sinon vous ne seriez tout simplement pas là. Maintenant, si vous êtes correctement préparé et si vous avez suffisamment analysé la fiche de poste,
ça va vous permettre de réduire votre stress parce que vous pouvez déjà anticiper un certain nombre de questions. Euh, une autre chose qui vous permettra de réduire autant que possible votre stress, bien sûr, c'est d'éviter le retard. Et j'ai coutume de dire que le seul entretien que j'ai raté de ma vie, c'était un entretien que j'ai raté parce que je suis arrivé en retard. Et ce retard-là a fait que ça a augmenté mon stress. Ça a donné une mauvaise image de moi auprès des recruteurs parce que eux, autant eux, ils peuvent être en retard, autant vous, le fait que vous arriviez en retard, ça sera mal perçu. Donc, s'il le faut, si l'entretien il se fait en ligne, vous pouvez tester la plateforme en amont. Parce que moi, par exemple, quand je suis arrivé en retard, c'était un entretien en ligne. Je me suis dit que je maîtrisais la plateforme, donc je suis arrivé à l'heure pile du début de l'entretien. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai pris 5 minutes pour pouvoir me connecter parce que je ne maîtrisais pas la plateforme. Et ces 5 minutes-là m'ont complètement perturbé et m'ont empêché de réaliser mon entretien correctement. Donc, si c'est en ligne, n'hésitez pas à tester en amont la plateforme. Si c'est en physique, n'hésitez pas à vous rendre sur le lieu de l'entretien ou à tester le trajet ou en tout cas à quitter suffisamment tôt chez vous pour être sûr que vous n'allez pas arriver en retard. Ça vous permet d'être sûr que vous ne serez pas stressé en tout cas par rapport à ce retard-là. Et comme je disais, le but, c'est pas d'annuler complètement le stress. Le stress, finalement, il peut être positif, notamment pour l'adrénaline qu'il vous procure. Mais l'idée, c'est de le réduire au minimum nécessaire et au minimum syndical. Voilà. Donc, il y a aussi la posture en entretien, c'est-à-dire comment vous vous exprimez. Évitez, par exemple, je me souviens d'un candidat qui s'exprimait tout le temps avec des termes religieux comme vous sauvez Allah, etc. En fait, ça lui a échappé et c'est pas un vrai problème en soi. C'est juste qu'il faut faire attention à la perception des gens en face de vous parce que vous savez vraiment jamais vraiment sur quel recruteur vous allez tomber. Donc, autant adopter une posture qui soit le plus neutre possible, mais néanmoins sympathique. C'est-à-dire qu'il faut que vous mettiez de l'énergie dans vos prises de parole. Il faut que vous soyez avenant et qu'on sente que c'est pas quelqu'un qu'on a forcé, quelqu'un qui est là contre son gré. Ou quelqu'un qui est tout simplement là et qui s'en fiche un peu du résultat, qu'il soit retenu ou pas. Il y a des gens qui, en réalité, à cause du stress, vont donner cette impression-là. L'impression que je m'en fiche un peu, je suis un peu je m'en foutiste, je fais des réponses un peu comme je le sens au hasard et je sais même pas ce que je fais là en réalité. Il faut vraiment éviter de donner cette impression et malheureusement, certains candidats donnent cette impression contre leur gré. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont extrêmement intéressés par le poste, ils sont concentrés, mais ils sont tellement stressés qu'ils donnent l'impression qu'ils ne sont pas là, qu'ils sont ailleurs dans leur tête ou bien qu'ils n'ont pas réellement envie de discuter avec le recruteur. Parce qu'ils vont faire des réponses très courtes, ils vont faire des réponses qui manquent d'énergie, qui manquent de volonté. Mais c'est le stress qui fait ça. C'est pas le fait qu'au fond, ils manquent d'énergie ou de volonté. Donc, vraiment éviter ça. Éviter même les excès, quels qu'ils soient. C'est-à-dire, d'un côté, excès de formalisme, être trop formel. Par exemple, vous voyez tout le temps le recruteur ou bien euh, vous êtes trop dans une forme d'attitude. Par exemple, vous parlez de vous-même à la troisième personne. Vous allez dire, au lieu de dire je, vous allez dire on. On pense que, pour parler de vous-même. Évitez ça, en fait. Évitez de vous voyez la personne si elle vous demande de la tutoyer. Ça m'est arrivé très récemment. J'ai fait un entretien avec quelqu'un. On lui a dit très clairement, ici, on se tutoie tous. Tu peux nous tutoyer, il n'y a aucun souci. Du début à la fin de l'entretien, il n'a pas arrêté de vous voir. Et ça, c'est dommage. Si on vous invite à tutoyer, tutoyer. De l'autre côté aussi, il faut éviter l'excès de familiarité, c'est-à-dire être beaucoup trop détendu, être beaucoup trop, si vous voulez, dans une forme de posture de copain-copain, ou de frères et sœurs, etc., etc. Ça aussi, il faut l'éviter, surtout si vous voyez qu'en face, les gens ne vous ont pas forcément invité à ça. Euh, mais vraiment, au fond du fond, le pire des excès, et ça, je parle d'expérience. Le pire des excès, c'est la nonchalance, ce que je disais tout à l'heure. Avec la nonchalance, vous n'allez pas réussir votre entretien. Vous êtes même quasiment sûr de le rater. Il faut vraiment communiquer une certaine énergie en entretien. Ça ne veut pas dire qu'il faut créer une personnalité qui n'est pas la vôtre. Si vous êtes quelqu'un de calme ou de réservé dans la vraie vie, ça ne veut pas dire qu'il faut faire semblant d'être extraverti, d'être très dynamique et tout ça. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire que vous devez faire preuve d'un certain dynamisme pour convaincre aussi bien par votre personnalité que par vos compétences techniques. Et vraiment, j'ai participé à des dizaines de ce que j'appelais des débriefs au début, c'est-à-dire le moment où le panel se réunit après l'entretien et décide du meilleur candidat. Et je vous assure que le critère qui revient le plus, c'est pas forcément les compétences techniques. C'est pas est-ce que la personne elle maîtrise le sujet ou pas. C'est comment la personne s'exprime. Quelle est la personnalité de la personne en réalité? Est-ce que la personne a vraiment envie d'avoir ce poste? Est-ce que la personne est vraiment curieuse, elle est vraiment intéressée par ce poste? Est-ce qu'elle est vraiment capable de
de performer à 100% de son propre potentiel. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, c'est un manager qui vient et qui me dit, après un entretien que ce manager a fait avec deux candidats, le manager me dit, ce candidat-là, on va l'appeler Alpha. Alpha est le meilleur candidat techniquement. Mais je ne le sens pas, ce gars-là. Je ne le sens pas. Ses réponses ne m'ont pas l'air honnêtes et sincères. Par exemple, quand je lui demande qui étaient ses amis dans l'entreprise dans laquelle il travaillait, avec qui il s'entendait bien, avec qui il s'entendait pas, etc., sa réponse était vraiment préenregistrée, quoi. C'était une réponse comme s'il disait, voilà, moi, je m'entends avec tout le monde, je n'ai de problème avec personne, tout va bien. Il disait ce qu'il pensait être la bonne réponse, mais il disait pas réellement la vérité. En tout cas, c'est ce que m'a dit le manager. Il disait ce que je voulais entendre, alors que moi, je voulais entendre la vérité. Il n'y a aucun problème à ce que tu ne t'entendes pas forcément avec tout le monde, ou bien qu'il y ait des accrochages potentiellement avec des gens, peut-être même avec ton manager. C'est pas un problème en soi. Ce qui nous intéresse, c'est la manière dont tu vas gérer ces accrochages-là. Est-ce que tu as discuté avec les personnes? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de vous entendre? Est-ce que vous avez trouvé un moyen d'éviter que ça se reproduise, etc., etc. C'est ça qui va nous intéresser. Mais souvent, les candidats vont essayer d'anticiper ce que la personne veut entendre. Ils vont se dire, ah, c'est ça qu'elle veut entendre, donc je vais dire ça. Mais ça, le recruteur, il le sent. Il faut vraiment éviter ça. Soyez vraiment honnête dans vos réponses. Si on vous dit, par exemple, vos qualités et vos défauts, ne dites pas j'ai aucun défaut, j'ai que des qualités. Vous pouvez bien sûr donner des axes d'amélioration, mais vous allez donner des axes d'amélioration en précisant que vous avez pris conscience que ça a pu être un problème à un moment donné, que vous avez travaillé dessus, que vous vous êtes amélioré et qu'aujourd'hui, le problème n'est plus aussi important qu'il l'était à l'époque, parce que vous avez justement pris connaissance et conscience de la chose. Donc, il faut vraiment éviter d'être faux en entretien. Il faut être vrai, il faut être authentique. Et surtout, il ne faut pas être nonchalant. Il ne faut pas être nonchalant parce que vraiment, à quelques exceptions près, je vous assure, ça ne passe jamais la nonchalance. Et il y a une autre forme de nonchalance, c'est la nonchalance dans les réponses. Comme je le disais un peu plus tôt, c'est les réponses de type oui ou non. C'est la pire des erreurs qu'on puisse faire en entretien. Pourquoi? Parce qu'en entretien, on n'attend pas de vous que vous nous répondiez oui ou non, mais que vous nous expliquiez euh, pourquoi est-ce que vous pensez que ceci est la bonne réponse ou pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut faire comme ça ou qu'il ne faut pas faire comme ça. Si je vous demande est-ce que vous maîtrisez Excel, si vous me répondez oui, je maîtrise Excel, ça n'a pas d'intérêt pour moi. Pourquoi? Parce que de toute façon, vous l'avez déjà mis sur votre CV normalement, si vous avez bien fait votre CV. Donc sur votre CV, vous avez déjà mis que oui, vous maîtrisez Excel. Donc quand je vous demande est-ce que tu maîtrises Excel, la question, au fond, c'est de savoir qu'est-ce que tu maîtrises dans Excel. Est-ce que tu as déjà eu à utiliser Excel dans tes expériences professionnelles ou bien dans tes expériences personnelles? Et là, tu pourras me répondre, effectivement, oui, je maîtrise Excel. J'ai eu à utiliser Excel dans le cadre de la consolidation d'un rapport, etc., etc., pour faire ressortir des données, pour de l'analyse de données. J'ai eu à utiliser Excel dans le cadre de ceci ou de cela, telle ou telle formule pour réaliser des tableaux croisés dynamiques, etc., etc. Et cetera. Et en même temps, tu montres que tu as compris le poste parce que tu sais en quoi Excel sera utile dans le cadre de ce poste-là. Et tu pourras donc dire, OK, j'ai utilisé Excel, mais je me suis aussi rendu compte des limites de Excel. J'ai vu que Excel ne permet pas de faire ceci, ceci, cela. Et donc, je me dis, est-ce qu'on ne devrait même pas aller vers une autre solution, un autre logiciel qui pourrait être plus utile pour tel ou tel problème? Donc, vous voyez, là, vous n'êtes pas simplement en train de dire, oui, je maîtrise Excel. Vous expliquez votre maîtrise de Excel. Il faut jamais dire oui ou non, je sais faire ça. Il faut expliquer ce que vous savez faire. Il faut pas dire oui ou non, j'ai déjà fait ça. Il faut donner un exemple précis et concis. Essayez d'illustrer au maximum vos réponses. Les réponses oui ou non, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et donc voilà, même si en apparence la question qui vous est posée, elle semble appeler une réponse oui ou non, sachez que ce type de réponse est vraiment inutile en entretien dans la majorité des situations. C'est comme si je vous demande, est-ce que vous avez vraiment envie de rejoindre notre organisation et que vous répondez oui, j'ai envie de vous rejoindre. Vous voyez bien que la réponse ne sert à rien. Il faut expliquer pourquoi est-ce que vous avez envie de nous rejoindre. Qu'est-ce que cette expérience vous apportera? Qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter? En quoi ça fera avancer tout le monde? En quoi c'est nouveau pour vous, donc c'est intéressant? Ou bien en quoi c'est quelque chose que vous avez déjà vu, donc vous voulez approfondir un peu ça? Ouais, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est pas de dire oui, effectivement, j'ai vraiment envie de rejoindre votre organisation et puis de vous arrêter là. Si je vous demande quelle est votre expérience par rapport au poste et que vous dites juste oui, par exemple, supposons que je vous recrute pour un poste d'assistant logistique et que vous dites oui, effectivement, j'ai de l'expérience parce que j'ai déjà été assistant logistique ici, ici, ici.
c'est pas forcément intéressant. Il faut me dire, en fait, qu'est-ce que vous avez fait en tant qu'assistant logistique, là où vous étiez avant, et en quoi est-ce que ça permettra que vous puissiez être le meilleur assistant logistique avec nous. C'est ça, en fait, la réponse qu'on cherche. C'est pas oui, non, je sais faire ou je sais pas faire. Donc, attention vraiment aux réponses qui sont trop courtes et qui sont un peu évasives, on va dire. Ça veut pas dire, par contre, qu'il faut faire des réponses trop longues. Alors, attention à ça parce que les recruteurs, leur attention span, en français, je ne saurais pas trop traduire ça, leur capacité à maintenir leur attention durant votre réponse est limitée. Surtout si vous partez en hors sujet ou que vous partez dans tous les sens. C'est pour ça que les recruteurs n'aiment pas vraiment les réponses qui sont trop longues, parce que souvent, ça finit en hors sujet. Donc, sachez faire des réponses qui sont pertinentes. Donc, sachez déceler la vraie question derrière la question qui vous est posée. Et donc, sachez comprendre la question derrière la question. Si je vous demande, par exemple, en entretien, est-ce que tu sais gérer la pression? Faut pas me dire oui, je sais gérer la pression. Il faut me donner des exemples concrets dans ta vie personnelle ou dans ta vie professionnelle dans lesquels tu as eu à faire face à une certaine pression et tu as eu à gérer correctement, à la surmonter. Ça peut pas être évident ce que je suis en train de dire, ça l'est pas pour la moitié des candidats vraiment que je reçois en entretien, surtout les débutants, mais même les candidats plus expérimentés font cette erreur-là. Ils ne donnent pas d'exemples concrets. Ils vont juste dire oui, je sais pas faire. Autre chose que je retrouve souvent aussi en entretien, ça c'est un petit conseil que je vous donne, mais je le retrouve suffisamment fréquemment pour le dire parce que c'est assez systématique. C'est quand vous dites au recruteur, et j'ai bientôt fini, hein, je ne veux pas dépasser 1 heure, quand vous dites au recruteur, comme je vous l'ai déjà dit, il vous pose une question et vous lui dites, comme je vous l'ai déjà dit, c'est-à-dire j'ai déjà répondu à cette question, quoi. Évitez cette expression-là ou les expressions analogue. Pourquoi? Parce que ça donne l'impression que vous êtes en train de dire au recruteur que lui-même, il ne vous a pas écouté. Vous lui dites, en fait, concentre-toi un peu, j'ai déjà répondu à cette question-là. Et ça, il faut éviter parce que n'oubliez pas que les recruteurs aussi, et lorsque vous leur dites, comme je vous l'ai déjà dit, sur un certain ton qui sous-entend donc que la personne n'a pas bien suivi, vous pouvez un peu la vexer, surtout si elle est avec ses autres collègues. Et inconsciemment, ça peut jouer contre vous au moment du débriefing. Donc, n'hésitez vraiment pas à anticiper ces réactions-là du manager et donc ne pas dire comme je vous l'ai déjà dit, mais dire en fait tout simplement euh, que en reprenant les éléments que vous avez déjà dit, euh, vous pensez que ça répond à la question. Vous voyez ce que je veux dire? Sans pour autant dire forcément comme je vous l'ai déjà dit. J'en termine, comme je l'ai dit, je ne veux pas trop m'étaler, mais je veux quand même pouvoir insister sur un élément qui est important. Et beaucoup de candidats se cassent les dents sur cette partie-là. C'est le pré-entretien. C'est quoi le pré-entretien? C'est l'entretien qui vient avant l'entretien. C'est-à-dire, souvent, c'est un entretien téléphonique. On vous appelle pour rapidement prendre quelques informations et vous dire, on va vous appeler pour un entretien dans 2 jours ou dans 3 jours ou dans une semaine. Donc, ce premier pré-entretien-là, le problème, c'est qu'il vous surprend. C'est-à-dire que vous êtes prévenu. On ne vous dit pas qu'on va vous appeler. On vous appelle et on vous pose des questions. Donc, vous n'êtes pas prêt. Et donc, il faut pouvoir savoir qu'il se peut qu'on vous appelle. Et donc, il faut que vous soyez prêt avant l'appel. Et je prends mon propre exemple. J'ai déjà raté euh, un poste parce que je n'étais pas préparé pour le pré-entretien. Une dame m'a appelé, j'étais même pas dans les bonnes conditions parce que j'étais dehors en train de marcher. Elle m'appelle au téléphone, il y a du bruit, je n'entends pas très bien ce qu'elle me dit. Elle me pose des questions alors que moi, je n'étais pas du tout préparé. Et bizarrement, j'ai raté donc ce poste-là qui était dans une petite organisation. Quelques jours après, j'ai eu un poste dans une bien plus grande organisation, un poste beaucoup plus important, parce que tout simplement, j'étais préparé là pour l'entretien. Donc, c'est pour vous dire que le pré-entretien, il faut l'anticiper. Et souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent. Euh, Est-ce que vous avez une certaine disponibilité? Si vous êtes actuellement en poste, est-ce que vous avez un préavis à respecter? Quelles sont vos prétentions salariales? Euh, et puis votre disponibilité pour l'entretien physique ou bien en ligne. On va vous demander, est-ce que vous êtes disponible dans 2 jours ou la semaine prochaine pour un entretien? Il se peut même que dès le pré-entretien, on vous demande quelle est votre compréhension des enjeux du poste. Ça, je l'ai vu très souvent. Donc, faites attention avant même qu'on vous appelle à bien lire la fiche de poste. Comme ça, même si on vous appelle à 18 heures ou bien à 22 heures, vous êtes capable de répondre à ces questions-là, c'est-à-dire votre compréhension des enjeux du poste, votre disponibilité. Donc, anticipez cette question-là, surtout si vous êtes étudiant et que vous avez des cours du soir, etc., etc. On peut vous demander, avec tes cours du soir, comment est-ce que tu vas faire pour travailler chez nous? Donc, ne soyez pas surpris par cet appel-là et par cette question-là.
et aussi vos prétentions salariales. Il faut pouvoir anticiper cette question-là. Mais je reviendrai sur les prétentions salariales parce que je pense que de toute façon, vous aurez des questions sur cet élément-là. Donc voilà, de manière vraiment ramassée et très synthétique et très brève, bon, pas si brève que ça, 1 heure de temps, mais voilà, euh, les éléments que je pouvais partager avec vous en préambule, on va dire, et qui, j'espère, auront nourri vos réflexions et vos questions que je prends maintenant avec grand plaisir. Et merci pour votre attention. Merci Abdul. J'imagine que c'est beaucoup d'éléments à digérer, mais est-ce que ces éléments suscitent quelque chose en vous, des interrogations, des questions? N'hésitez pas, il a abordé tout à l'heure la question des prétentions salariales. Il y a la question de la sincérité qui a été abordée aussi. Il y a pas mal de choses à revoir, je pense. Donc, n'hésitez surtout pas à lever la main ou écrire vos questions dans le chat. Bien, tout a été clair. Je pense que, Abdul, peut-être que tu as tellement bien répondu, abordé les éléments qui n'ont pas de questions, qui n'ont pas voilà, qui n'ont pas de suggestions à faire. Ou bien, je me trompe. En tout cas, j'ai pas encore vu de main levée ou quelque chose. Mais j'ai envie quand même de poser une question de te challenge. Je pense que les gens qui sont là, qui participent à la session pourront me rejoindre dans ce que je dis. Mais j'ai l'impression que plus on est sincère, plus, en tout cas, si on a le profil du poste, plus on est sincère, plus on a les chances de décrocher le poste. Je parle de sincérité. Ce que j'entends par sincérité, c'est quand on vous pose une question, si vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose, vous dites tout simplement que vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Même si vous êtes prêt à suivre une formation pour régler cette carence de compétences, ou si vous êtes en train de suivre une formation, vous allez le faire ultérieurement. Donc, ce sont des choses que les gens banalisent, mais qui sont extrêmement importantes. La personne qui vous écoute est en mesure parfois de déceler que vous n'êtes pas tout simplement sincère dans les réponses. Et je pense que tu l'as abordé tout à l'heure. Moi, paradoxalement, j'entends beaucoup de gens dire que, ouais, mais même si tu n'as pas, il faut essayer de nuancer, il faut faire en sorte que les gens te croient, etc. Mais moi, en tout cas, ce qui m'a réussi jusque-là, j'essaie d'être sincère avec les gens, qu'on me recrute ou pas. Je dis les choses comme elles sont. Même si, voilà, après, ça va me pénaliser, mais je pense que pour être même quitte avec sa conscience, c'est extrêmement important dans un entretien de dire ce qu'on est incapable de faire et tout simplement d'accepter qu'on n'est pas, qu'on soit pas à l'aise dans tous les domaines, dans tout ce qu'on va nous demander de faire. Donc, cette question de sincérité, Abdul, je ne sais pas si tu peux revenir dessus, mais ça manque à beaucoup de gens et du coup, pourtant, ça les pénalise finalement parce que les gens arrivent à déceler cette non-sincérité, en fait. Exactement, exactement, Adrien. J'abonde absolument dans ton sens. Et j'insiste aussi sur le fait que le recruteur va s'en rendre compte si vous ne maîtrisez pas votre sujet. C'est très difficile de faire semblant en réalité ou de donner l'impression qu'on maîtrise quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et le recruteur n'est pas bête parce que lui, il est souvent, il maîtrise mieux votre sujet que vous. Donc, s'il vous pose la question, il saura très facilement déceler une forme de tentative de votre part de l'entourlouper ou bien de faire passer des vessies pour des lanternes. Mais surtout, sur le plan interpersonnel, ce que cherche un manager, c'est pas forcément des compétences techniques. Certes, c'est important, mais le manager est beaucoup plus intéressé par la relation de confiance qu'il pourra créer avec vous. Au final, tout s'apprend, surtout lorsque vous avez un profil qui est junior. Si vous avez 1 an, 2 ans d'expérience ou même pas d'expérience du tout, on n'attend pas de vous que vous soyez expert dans un domaine quelconque. Par contre, on attend de vous que lorsque vous faites face à un problème nouveau, que vous sachiez chercher la solution déjà par vous-même. Et moi, j'ai eu combien de fois, j'ai eu des managers qui se sont plaints à mon endroit de leur staff en disant, oui, mais d'accord, bon, on te demande de faire un accord cadre. Pourquoi tu viens me demander, pourquoi tu viens me dire, je ne sais pas faire un accord cadre, avant même d'avoir essayé, avant même d'avoir fait des recherches. Alors, des templates d'accord cadre, tu en trouves sur le net. Des templates d'accord cadre, tu en trouves sur le net, tu peux les adapter et ensuite tu vas les proposer à ton manager en lui disant, écoute, moi, j'ai jamais fait d'accord cadre. Par contre, j'ai fait des recherches, j'ai vu ce document-là qui m'a l'air pertinent, je l'ai adapté à ma manière en fonction de notre contexte, de nos réalités. Qu'est-ce que tu en penses? Le manager préférera toujours ça qu'une attitude soit de démission, c'est-à-dire vous n'allez pas avancer sur ce dossier-là parce que vous ne le maîtrisez pas et donc vous avez peur de faire des erreurs,
soit de tout attendre du manager en lui disant je sais pas faire, montre-moi, ou bien je sais pas faire, donc là, il faut que tu demandes à quelqu'un d'autre ou que tu le fasses toi-même. Donc, ce que le manager va vraiment chercher à évaluer, c'est votre proactivité, c'est votre capacité à aller chercher par vous-même des réponses, c'est votre bon sens, tout simplement, parce que beaucoup de choses se règlent avec un peu de bon sens. C'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas donner la réponse non, je ne sais pas forcément, mais il faut activer à ce moment-là votre bon sens pour donner une réponse qui soit sensée, qui soit pertinente, même si vous n'avez pas tous les éléments techniques. Et derrière, lorsque vous ne savez pas, n'hésitez pas effectivement à dire ce n'est pas un domaine dans lequel je suis extrêmement à l'aise. Je pourrais avoir besoin d'accompagnement sur tel élément ou tel élément, mais j'ai déjà ma petite idée. Et effectivement, dans les organisations, il n'y a aucune difficulté à pouvoir accompagner les gens à faire du renforcement de capacité, à vous trouver un mentor ou un coach sur telle ou telle question. Donc, la sincérité, c'est presque plus important que la technicité, en fait. Parce que quelqu'un qui n'est pas sincère, ça va être une épine dans le pied de l'organisation une fois que vous serez à l'intérieur. Vous allez faire des choses très mal et vous allez le cacher. Vous allez rejeter la faute sur d'autres personnes ou bien vous n'allez pas prendre vos responsabilités. Moi, j'ai eu combien de candidats qui, en entretien, ont fait preuve de bon sens et sans faire preuve de technicité, qui ont finalement été retenus. Je vous assure que j'ai déjà recruté j'ai déjà fait passer quelqu'un de stagiaire à manager. Et cette personne, elle est passée de stagiaire à manager, pas parce qu'elle avait les compétences techniques. À côté, il y avait des candidats qui étaient des vétérans, qui avaient beaucoup plus d'expérience que lui dans ce domaine technique-là. D'ailleurs, cette personne était à l'origine RH et elle est passée dans les programmes et dans les projets. Pour vous dire qu'elle n'avait même pas d'expérience dans les programmes et les projets, si ce n'est les recrutements qu'elle a fait pour eux. Mais par contre, elle était capable d'activer son bon sens, elle était capable de se montrer en tant que business partner, c'est-à-dire quelqu'un qui est un partenaire, quelqu'un qui sera capable de voir même les erreurs que son manager fera ou bien de voir les axes d'amélioration ou les optimisations potentielles dans certains processus et qui sera capable d'être force de proposition sur ces sujets-là. Et cette force de proposition-là, elle vient pas forcément de l'expertise technique. Elle vient de l'intérêt que tu as pour le poste. Elle vient de ta curiosité naturelle. C'est quelqu'un qui est très curieux, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout, c'est quelqu'un qui est capable de faire des recherches et elle vient aussi du bon sens, comme je disais. Donc, bien sûr, la sincérité, elle est non seulement importante, mais elle est même déterminante dans l'analyse que fera votre futur manager de la qualité de la relation de travail que vous pourriez avoir. Tout à fait. Tout à fait. Merci Abdul pour ces éléments. Il y a une question, et c'est une question qui revient souvent hein, dans les entretiens. C'est la question de savoir pourquoi vous et pas les autres. Donc, Urbain aimerait savoir quoi répondre à cette question, Abdul. Après, Oumi Kare, on vous donnera la parole bien. Super, merci beaucoup. Alors, pour le coup, cette question-là, peu de candidats font l'erreur de casser du sucre sur le dos des autres candidats. J'ai déjà vu ça, mais c'est très rare parce qu'effectivement, vous ne connaissez pas vos concurrents, donc vous seriez bien embêté de dire en quoi vos concurrents sont moins bons que vous. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant, à ce moment-là, quand on vous pose cette question-là, les particularités qui vous singularisent. C'est-à-dire, OK, je suis capable de faire tout ça, tout ce qui est sur la fiche de poste, mais en plus de ça, j'ai telle expérience, j'ai telle compétence, j'ai telle aptitude qui peut être considérée comme rare, ou en tout cas qui me singularise, qui fait que je pourrais sortir du lot, même en sachant pas ce que les autres savent faire ou quel est le degré de maîtrise de tel ou tel sujet des autres. Moi, je vous dis, je viens avec telle particularité. Par exemple, je prends mon cas. Si on me demande pourquoi vous et pas un autre dans les ressources humaines si je postule pour un poste responsable RH, je ne vais pas dire que je maîtrise mieux le droit du travail que mes concurrents. Je ne sais pas à quel point ils le maîtrisent. Par contre, je vais dire, j'ai un background en finance qui peut être un atout pour moi. Tous les RH n'ont pas un background en finance. Moi, j'ai ça. Je maîtrise l'anglais. Tout le monde ne maîtrise pas forcément l'anglais. Je maîtrise ceci, ceci, cela. Ou bien, par exemple, j'ai eu à traverser plusieurs secteurs différents. Pour mon cas personnel, j'ai été dans l'industrie lourde, j'ai été dans les organismes à but non lucratif, j'ai été dans les cabinets, etc., etc. Donc, cette transversalité-là, ce caractère hétéroclite de mes expériences est un point fort pour moi. Donc, vous allez vraiment insister sur ce qui vous singularise au-delà même de la fiche de poste, ce qui serait pour vous un plus, voire un plus plus, sans pour autant essayer de dénigrer vos concurrents. Il ne faut pas faire l'erreur de dénigrer les autres en disant je suis sûr que je maîtrise mieux que les autres. Vous ne savez pas. Par contre, vous pouvez dire ah, sur ce sujet-là, je pense que je, 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 si je ne maîtrise pas mieux que les autres, je ne sais pas ce qu'eux ils maîtrisent, je ne pense pas qu'on maîtrise ça mieux que moi. Même si dire ça, ça pourrait être un peu présomptueux. Mais en tout cas,
essayez de ne pas parler des autres, parce que cette question peut donner l'impression qu'on vous demande de parler des autres, mais en réalité, on vous demande toujours de parler de vous et encore de vous. Donc, continuez de parler de vous, mais insistez sur ce qui vous singularise. Super. Je pense que, Urbain, j'espère que Abdul a répondu à votre question. Du coup, on donne la parole à Oumi. Oumi, vous pouvez ouvrir votre micro. C'est Oumi qui est journaliste ou? Non, bonjour à tous. D'accord. Merci, Monsieur Owen, pour la présentation. Et franchement, je rejoins vraiment tous les points que vous avez abordés, parce que j'ai eu des entretiens et c'est vrai qu'on retrouve énormément les mêmes sujets. Et moi, en fait, ma question, c'était comment on arrive à aller chercher l'information, enfin, comment dire, comment retourner ma question? En gros, je postule pour une entreprise. Il m'appelle pour un entretien. Ben, quelle est l'information qui est importante à savoir pour l'entreprise auquel j'ai postulé? Comment j'arrive à savoir que oui, cette information est nécessaire? Par exemple, il me demande qu'est-ce que vous savez sur l'entreprise? Enfin, j'ai fait des recherches, c'est vrai, mais quels sont les points à aborder et enfin, quels sont voilà, les points que je dois mettre en valeur pour vraiment montrer que je connais l'entreprise. Comment je dois faire cette recherche-là en amont? Super, merci beaucoup. Question très intéressante. Je te rassure, c'est quand même pas la partie la plus, en termes de pondération, c'est pas la partie qui va être la plus décisive dans l'entretien. C'est pas parce que tu ne comprends pas forcément l'entreprise que tu seras pas retenu. On n'attend pas de toi que tu sois aussi bien informé que les gens qui sont au sein de l'entreprise. L'idée, c'est de voir est-ce que tu es capable de te projeter dans cette entreprise-là. Je vais te donner un exemple. Très souvent, quand on recrute par exemple je sais pas, des comptables, ils viennent de secteurs qui sont différents. Je peux prendre en entretien quatre candidats pour un poste de comptable. Aucun des quatre, ou il n'y en aura qu'un seul qui vient du milieu associatif ou du milieu des ONG. Donc lui, il vient d'un secteur privé qui a des réalités qui sont complètement différentes de nos réalités. Tu vois? Et donc moi, je vais être très attentif au fait que la personne a compris la différence en termes organisationnels et donc les enjeux et les répercussions comptables entre une organisation privée comme celle d'où il vient, et notre organisation qui sera une organisation à but non lucratif. Donc, quand il va présenter l'organisation, il faut bien que je sente au moment de sa présentation-là qu'il a compris que ce n'était pas un privé. Et donc, qu'on ne fait pas de bénéfices, par exemple. Et donc, qu'il ne va pas utiliser forcément les comptes de classe 7, c'est-à-dire les comptes de produits, donc quand tu as de l'argent qui rentre, de la même manière que dans l'entreprise privée. Et donc, quand il présente l'organisation, j'attends qu'il le présente sous cet angle-là. Je sais que, enfin, il comprend bien sûr, il faut avoir une logique descendante, c'est-à-dire tu vas partir du général au particulier. Tu reviens quand même sur des grandes généralités. Par exemple, si c'est mon organisation, le Consortium Jeunesse Sénégal, je serais intéressé d'apprendre que tu as fait quand même tes recherches, c'est-à-dire que tu es allé sur notre site Internet, on a un site Internet, que tu as un peu fait le tour de nos réseaux, que tu as un peu pris toute la documentation qui était disponible sur Internet, et que tu as synthétisé tout ça, et ensuite que tu l'as formulé en peu de phrases, c'est pas la peine de faire tout un laïus sur notre organisation, pour très précisément cibler notre mandat en disant qu'effectivement, on est une association de jeunes innovateurs sociaux, qu'on est un consortium, comme son nom l'indique, qui regroupe plusieurs membres. Et donc, si je vois que tu as compris qu'on était un consortium, c'est-à-dire que tu sais c'est quoi un consortium, ça veut dire que je peux déjà te poser la question, étant un consortium, est-ce que tu comprends les répercussions comptables? C'est-à-dire qu'on a 18 membres, mais on ne tient pas la comptabilité des 18 membres. Mais pour ça, il faut déjà que tu comprennes qu'on est 18 membres. C'est-à-dire que dans notre entité, le Consortium Jeunesse Sénégal, il y a 18 organisations qui sont liées entre elles par des projets, par des budgets, etc. Mais les enjeux comptables vont être spécifiques à ce contexte-là. Et donc, si tu ne comprends déjà pas l'idée de consortium ou le concept de consortium, comment est-ce que tu vas te projeter sur les enjeux de schéma comptable? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faudrait déjà que je vois que tu as compris c'est quoi un consortium, que tu as compris à peu près le fonctionnement du consortium, c'est-à-dire qu'on reçoit des financements de bailleurs, par exemple, notamment étrangers, et qu'ensuite on va cascader ces financements-là au niveau des différents membres qui sont, eux, ceux qui vont mettre en œuvre les projets. Donc, tu auras déjà compris cette dynamique-là, le circuit fiduciaire au sein de l'organisation. Et tu vois, cette personne-là aura orienté, elle aura en même temps donné des généralités sur l'organisation. Donc, elle a compris qu'on était une organisation de jeunes, qu'on ciblait l'autonomisation de la jeunesse, etc., etc., qu'on avait des axes stratégiques qui sont faciles à identifier si on se documente un tout petit peu sur Internet. Il saura que voilà, il y a trois jambes que sont BOC, Jang, Ligay, donc l'inclusion, la formation et l'emploi. Et ça, il revient dessus rapidement pendant l'entretien, mais
ça permet aussi de se rendre compte qu'au-delà des aspects techniques qui sont en rapport avec ton métier, tu as compris l'esprit de l'organisation. Donc, tu es capable d'avoir des propositions ou d'avoir une implication qui transcende un peu ton petit secteur à toi. Il faut qu'on puisse se rendre compte qu'il y a ces deux éléments. C'est-à-dire que tu peux présenter l'organisation de manière assez générale, globale, mais pas forcément dans des détails historiques. Ça ne m'intéresse pas que tu saches le nom forcément de la personne qui a fondé l'organisation. Ça ne m'intéresse pas forcément. Ça ne m'intéresse pas forcément que tu saches en quelle année est-ce que l'organisation a été fondée, quels sont les membres fondateurs, ou bien quelle est la structure. Est-ce qu'il y a un conseil d'administration, ensuite un bureau exécutif, ensuite une assemblée générale, etc., etc. Ce n'est pas forcément si intéressant que ça. Mais que tu comprennes l'esprit global de l'organisation, son mandat, sa vision, sa mission. Et ensuite, que tu arrives à recentrer ça au niveau des enjeux qui te concernent. C'est-à-dire, étant donné qu'on est dans un contexte de consortium, les enjeux comptables, par exemple, si je recule dans le comptable, seront différents et que tu es déjà capable de te projeter sur ces questions-là. Donc, ces deux volets-là, une approche un peu bicéphale avec un côté où tu donnes des généralités, mais plutôt orientées vision, mission, enjeux stratégiques, et pas forcément des données historiques qu'on peut retrouver sur Wikipédia qui ne sont pas forcément intéressantes et ça donne juste l'impression que tu as parcourisé une fiche Wikipédia. Euh, et de l'autre côté, savoir à un moment donné recentrer un peu sur les enjeux qui vont concerner ton métier. Comme je le disais un peu plus tôt avec l'exemple du commercial, si tu postules pour un poste de commercial pour une entreprise donnée, tu vas accentuer un peu tes recherches sur les enjeux commerciaux de l'entreprise. C'est-à-dire quels sont ses concurrents, quel est son positionnement en termes euh, d'axe stratégique sur le plan commercial, quelle est l'évolution de son chiffre d'affaires, de sa stratégie commerciale, comment est-ce qu'elle communique par rapport à ça, etc., etc., tu vois. Donc, donner cette orientation métier et en même temps rester quand même focus sur les enjeux stratégiques, organisationnels, sur l'évolution, etc., etc. Mais vraiment éviter les données trop historiques, techniques, du style fondé en 1984, siège qui se base à Saint-Louis, machin, tout ça, c'est pas forcément le plus intéressant. C'est vrai. Bah, merci beaucoup. Merci, c'est très clair. Merci à Super, vous. merci à toi. Il y a pas d'autres questions encore posées dans le chat en tout cas. Mais du coup, j'enchaîne avec une autre question qui me semble aussi importante. Abdoul, je sais que beaucoup de gens, dans le cadre des entretiens, au tout début de chaque entretien, on voit qu'on pose souvent demande souvent aux candidats de se présenter. Mais je sais que beaucoup ne s'en sortent pas. Du coup, je te pose la question de savoir comment structurer une présentation personnelle de sorte qu'elle soit concise et percutante. Super, merci beaucoup Adrien. Effectivement, moi, pour être très honnête, c'est une question que je ne pose pas en entretien. Je ne demande pas aux gens de se présenter parce que, comme je le disais un peu plus tôt durant cette session, les gens ont déjà parcourisé leurs réponses et tu n'en tires rien de substantiel ou d'intéressant. Ils ont déjà parcourisé leurs réponses, ils savent déjà ce qu'ils vont dire et surtout, ils disent des choses. 50% de ce qu'ils vont dire au moment de se présenter n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de rapport avec le poste pour lequel je te reçois en entretien en réalité. Donc, la première chose, c'est de rester focus au moment de la présentation. Focus sur ce qu'on attend de toi. Et donc, ça suppose que tu aies déjà compris ce qu'on attend de toi. Et ce qu'on attend de toi, ce n'est pas forcément des compétences techniques. Ça peut être des compétences comportementales. Ça peut être une forme d'attitude, une forme de posture. Donc, tu vas revenir sur parce que ta présentation, tu risques de perdre tellement de temps sur tes diplômes, alors que moi, tes diplômes peuvent ne pas m'intéresser. Ce qui peut m'intéresser, c'est est-ce que tu es capable d'avoir une bonne relation client, par exemple? C'est est-ce que tu es capable d'apprendre très vite si jamais c'était, par exemple, pour un stage, et donc j'imagine que de toute façon, euh, tu n'as pas forcément les compétences, mais est-ce que tu sais apprendre? Est-ce que tu sais chercher l'information? Une fois que tu seras avec nous, est-ce que tu vas tout le temps poser des questions et dire je ne sais pas, ou bien est-ce que tu seras capable d'aller au-devant des solutions? Donc, c'est ça qui va m'intéresser. Donc, quand tu vas te présenter, tu vas te présenter sous cet angle-là. Tu vas dire qu'effectivement, tu as eu par exemple, moi, la première fois que je suis arrivé dans un département RH, je n'avais absolument aucune expérience en ressources humaines. Donc, je ne vais pas rester là à dire que j'ai étudié les RH ou que j'ai fait ça. Et je ne vais pas non plus faire 10 minutes sur mon parcours en finance alors que ça n'intéresse pas la directrice RH qui m'a recruté. Mon parcours en finance ne l'intéresse pas tant que ça. Il va l'intéresser seulement dans la mesure où je pourrais l'aider, par exemple, elle, sur les budgets, comme je le disais, sur la paye et des choses comme ça. Je ne vais pas perdre 10 minutes sur ça. Par contre, je vais perdre du temps en disant, je me suis beaucoup intéressé aux ressources humaines. Dans mon parcours, j'ai eu des éléments, des cours de ressources humaines. Même dans mon parcours en finance, j'ai eu des cours de ressources humaines. Dans mon expérience personnelle, j'ai eu à accompagner des gens dans des recrutements. J'ai fait des sélections. Ça peut être des sélections pour des trucs tout bêtes, hein. Par exemple, à un moment donné, je sais que j'avais une amie qui devait faire un casting pour des acteurs. Il y avait
une quinzaine de candidats et je l'ai aidé à faire la sélection. C'est une expérience qui n'est pas directement une expérience professionnelle RH, et pourtant c'est une expérience qui a un rapport avec les RH. Parce que si j'ai aidé mon ami dans un cadre totalement personnel à faire des sélections d'acteurs pour un casting pour une série, ça veut dire que je sais déjà poser des questions d'entretien, je sais déjà identifier des profils, je sais déjà évaluer les compétences d'une personne, et ça, je peux le transposer à une compétence RH. Donc, vous allez vraiment essayer de vous concentrer sur les éléments qui vont intéresser le recruteur, pas les éléments qui ne vont pas l'intéresser. Ça c'est pas, c'est des choses qu'il va avoir sur le CV de toute façon. Il a déjà lu votre CV. Et donc, voilà, quand vous vous présentez, comme je le disais, ne récitez pas votre CV, ne redites pas des choses sur votre CV, précisez des choses qui ne sont pas forcément très claires sur votre CV. Par exemple, sur votre CV, vous allez dire que vous avez travaillé dans telle organisation, mais à l'oral, au moment de vous présenter, vous allez préciser que l'organisation, par exemple, elle était dans une phase, par exemple, de croissance, où en réalité, au départ, quand vous êtes arrivé, il n'y avait aucune procédure, il n'y avait rien qui était en place et que vous avez aidé à mettre les choses en place. Ça, vous ne le mettez pas sur votre CV, vous le dites au moment de la présentation. Mais si dans la présentation, vous récitez, oui, donc de 2012 à 2014, j'ai été assistant ceci, cela dans telle entreprise, mais je le vois déjà sur votre CV. Donc, vous allez le dire, je ne dis pas qu'il ne faut pas le dire, mais il ne faut pas s'attarder dessus. Il ne faut pas s'attarder sur les éléments qui sont déjà accessibles avec votre CV. Il faut préciser ce qui ne l'est pas, interpréter les choses pour pouvoir intéresser le recruteur. Super, merci Abdul. Très clair. Monsieur Ba ou Madame Ba, je ne sais pas si il a juste écrit ou Bonjour, elle a écrit juste Ba. Bonjour, très bien. bonjour à tout le monde. Ok, je voudrais remercier M. Bonjour. Wan pour votre brio présentation du sujet. Merci beaucoup. Ma question est de savoir comment répondre à la question de comment réagissez-vous face à un conflit entre votre N+1 ou votre collègue. Super. Merci beaucoup. Question très pertinente, effectivement. La gestion de conflit est un incontournable et revient très souvent sur la table lors des entretiens d'embauche. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'attend pas de vous que vous nous disiez, comme je l'ai dit un peu plus tôt durant la session, que vous vous présentiez comme monsieur propre, sans aucune rature sur votre parcours, aucune friction avec personne. C'est pas du tout ce qui est attendu de vous. Il faut vraiment pas croire qu'en entretien, le fait de mettre en avant des incompréhensions que vous avez pu avoir, que ce soit avec votre manager ou vos collègues, va jouer contre vous nécessairement. Non. Ce qui va intéresser les gens, c'est, comme vous le dites, comment est-ce que vous avez géré ce conflit-là. Et donc, il faut montrer que vous avez une attitude qui est déjà collaborative, une attitude qui est respectueuse, ne pas mettre en avant le fait que vous êtes énervé pour rien. Vous allez surtout montrer que vous êtes allé chercher la racine du problème, parce que c'est ça, en réalité, la question. Est-ce que vous êtes capable de capitaliser sur un faux pas, par exemple, ou une incompréhension pour vous assurer que ça ne se reproduise pas? Donc, que vous avez été au-devant de la solution en allant interagir avec la personne, en posant votre point de vue, en demandant à la personne à elle son point de vue, en posant des éléments objectifs sur la table. Donc, ce n'est pas simplement une question de point de vue, mais il y a aussi des faits derrière. Il y a des procédures qui peuvent être intégrées à l'équation, c'est-à-dire que si, par exemple, une procédure n'a pas été respectée par l'un ou par l'autre, il faut que ça puisse être formalisé, verbalisé, et qu'on puisse ensuite s'assurer que la procédure, si elle n'était pas bonne, qu'elle soit révisée, et si elle était bonne, euh, qu'elle puisse être respectée et qu'on identifie les blocages et les raisons pour lesquelles la procédure n'a pas été respectée. Si c'était une divergence d'opinion, par exemple, avec le manager, comment est-ce que vous avez exprimé cette divergence d'opinion? Supposons qu'on vous demande de faire quelque chose et vous n'êtes pas d'accord avec cette chose-là. Est-ce que vous vous dites, réponse A, je ne le fais pas parce que je ne suis pas d'accord. Réponse B, je le fais même si je ne suis pas d'accord. Ou réponse C, je le fais, mais en m'assurant que mon manager a eu, par exemple, toutes les informations qui lui permettent de prendre la meilleure décision possible, que j'ai fait savoir mon point de vue et ma perspective par rapport à ça, que j'ai pu mettre en avant auprès de mon manager, comme tu prends l'exemple du manager, les risques potentiels, les défis que peut poser cette solution que mon manager, par exemple, a proposée et qui, selon moi, ne devrait pas être traité de telle ou telle manière. Donc, tu as pu mettre en avant ta perspective sans pour autant l'imposer. Parce que le problème quand tu es dans une relation hiérarchique avec ton manager, c'est de te positionner, comme je le disais, en business partner, c'est-à-dire que tu n'es pas là juste pour être un exécutant, parce qu'il se peut que ton manager aussi se trompe, mais il peut se tromper de bonne foi.
peut-être que entre-temps, entre le moment où il t'a donné, par exemple, une consigne et le moment où il te reproche l'exécution de la consigne, ça, moi, j'ai déjà vu ce cas-là. Un manager dit à son employé, pourquoi tu as fait ça? Et donc, l'employé lui dit, mais c'est toi qui m'as dit de faire ça. On peut imputer une partie de la faute au manager, mais on peut aussi imputer une partie de la faute à l'employé. Parce que l'employé aurait pu se rendre compte qu'entre le moment où il a reçu la consigne et l'après, il y a eu un changement de contexte qui fait qu'il fallait recommuniquer une nouvelle information au manager pour que le manager puisse réviser sa consigne. Mais si tu ne le fais pas en disant, ah, moi, on m'a dit, je fais, j'applique, bah oui, il y a une part de la responsabilité qui te revient. Il fallait se positionner en business partner, c'est-à-dire revenir vers le manager, lui dire, là, il y a un risque nouveau qui se présente, il y a une contrainte nouvelle qui se présente, ou bien il y a une opportunité nouvelle qui se présente qui nous permettrait de prendre un autre chemin que celui que tu avais prévu au départ. Je te le pose sur la table. Maintenant, à toi de voir. Mais, par contre, l'erreur, ce serait de dire, je ne fais pas ce que mon manager m'a dit de faire parce que je sais quelle est la bonne méthode et donc j'applique la bonne méthode. Je m'en fiche de ce que ça, c'est pas bon. Et de l'autre côté, juste appliquer de manière robotique, les yeux fermés, tout ce que le manager dit, en sachant pertinemment que c'est pas bon et que vous allez dans la mauvaise direction, ça aussi, c'est ne pas se positionner en business partner. Donc, il faut avoir cet équilibre entre les deux. Et donc, dans la gestion de conflit, généralement, il s'agit toujours de revenir à la racine du problème. Est-ce que c'est parce que l'information n'a pas bien circulé? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'ego qui s'est interposé entre les gens? Il faut pouvoir poser le bon diagnostic pour poser le bon remède. Donc, tu montres, au moment où on te pose cette question sur la gestion du conflit, que tu es capable de mettre ton ego de côté, que tu es capable d'avoir une lecture objective, froide et rationnelle de la situation. Tu es capable de remonter à la racine du problème et ensuite tu es capable d'avoir cette proactivité et d'aller au-devant de la solution, d'aller au-devant de la personne avec qui tu as pu avoir une interaction peut-être un peu tendue et pouvoir prendre le temps calmement de se poser, de poser à plat tous les enjeux et ensuite de s'assurer que ça ne se reproduise pas dans le respect et la bienveillance. Donc, si tu réponds comme ça, tu réponds très bien. Bah, j'espère que Abdul a répondu à votre question. Pour cette fois, Abdul, je te propose qu'on y aille de façon inductive. Du coup, je te demande peut-être de poser la question la question relative aux prétentions salariales à un apprenant. Donc, tu vas désigner quelqu'un au hasard et lui poser la question relative aux prétentions salariales. On verra les éléments de réponse qu'il va apporter et en fonction de ces éléments-là, tu pourras rebondir pour étaler les points positifs ou négatifs. Ça marche. C'est très bonne initiative, Adrien. J'apprécie. Est-ce que je peux te laisser choisir les gens parce que je ne vois pas forcément tout le monde. OK, ça va, je le fais. Ouais. Alors, Edmund Bank, vous êtes là? On ne vous a pas entendu depuis le début. J'espère que vous nous entendez. Est-ce que ça vous intéresse de répondre à cette question relative aux prétentions salariales? Edmund Bank? C'est un exercice passionnant hein, parce qu'à partir des éléments que vous allez apporter, Abdul va vous apporter des éléments qui pourront vous permettre de mieux affiner vos réponses dans le cadre de vos futurs entretiens. Donc, je vous propose vraiment de répondre. Est-ce qu'il y a un bénéfice? Il y a quelqu'un qui se propose. Je vois Hadim Diaye qui n'a pas encore pris la parole. Ikilab ou Saïd. Est-ce que quelqu'un se propose rapidement? Voilà. Diop. Oui, bonjour. Bonjour Diop. Comment vous allez? C'est moi, Yassine. Ça va très bien. Bonjour Ça Mayassine. va, ça va bien, merci. Super. Oui. C'était quoi la... Alors, si Abdou vous pose la question de savoir, par exemple, quelles sont vos prétentions salariales, qu'est-ce que vous allez lui dire? Diop, Mayassine? Je pense qu'il a des problèmes de connexion. Est-ce qu'on peut... Adrien, Ouais. et si je m'amusais à te poser la question à toi, si je te demandais tes prétentions salariales, qu'est-ce que tu dirais? Non, Abdul, je ne suis pas un apprenant, mais du coup, j'aurais aimé que... Non, mais ça nous Oui, permettra de répondre si personne ne répond. Ouais, donc du coup, je reprends s'il y a quelqu'un qui est intéressé pour répondre à la question. Sinon, je vais le faire hein, comme Abdul le propose. Mais je préfère qu'un apprenant le fasse. Donc, du coup, là, je vois heureusement que Urbain a levé la main. Ah, Urbain, tu nous sauves. Ouais. Tu nous sauves, Urbain.
Vas-y, Urbain, tu peux activer ton micro. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Urbain. Ah, si on me posait la question à savoir mes prétentions salariales, vu que je suis en Master 2 et je vais bientôt terminer, donc j'ai à avoir 2 ans d'expérience. Ça aussi, peut-être que ça va jouer. Donc, je vais me baser sur ce qu'on paye, un nouveau, je dirais, un nouveau ingénieur, donc dans le marché, mais aussi ce sera en fonction de l'entreprise. Je vais essayer de voir si sur Internet, je verrai ce qu'ils proposent eux comme salaire. Par exemple, au niveau des ONG, eux, ils ont des catégories, c'est-à-dire ils ont des G5 pour les postes d'assistant. Donc là, au moins, on connaît l'intervalle. Mais si c'est des entreprises où on ne connaît pas, euh, on peut se référer peut-être ou demander à quelqu'un qui a déjà travaillé dans ce même poste, lui demander. Donc moi, personnellement, je dirais entre 300 et 400 000 comme prétention salariale. Excellent, Urbain. Excellente réponse, vraiment. C'est un très bon réflexe de faire une sorte de benchmark initial, c'est-à-dire de s'enquérir de, des pratiques sur le marché pour une position similaire, comparable dans une entreprise ou une organisation similaire et comparable. Après, ces données-là ne sont pas forcément très disponibles sur Internet. Euh, Effectivement, les ONG ont pour la plupart des grilles de salaire qui sont, qui sont déjà définies. Elles sont pas forcément toutes publiques. Je sais que les Nations Unies, plus ou moins, oui, tu peux accéder à certains éléments, en tout cas pas forcément du salaire, mais du grade, en fait, du grade. Le salaire est un peu plus ésotérique, on va dire. Maintenant, effectivement, tu peux demander à des gens qui ont des positions similaires, avec un niveau d'expérience similaire dans des organisations similaires, quel est leur niveau de salaire, par exemple. Moi, ça m'arrive très souvent que, allô, ça m'arrive très souvent que des jeunes des fois, c'est des amis qui me sollicitent et qui me disent, tiens, je postule pour un poste de contrôleur de gestion junior, 2 ans d'expérience. Combien est-ce que je peux demander? Et moi, je me base tout simplement sur tous les contrôleurs de gestion junior que j'ai pu recruter et je leur donne une fourchette. Mais j'essaie de leur donner une fourchette la plus large possible. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a d'un contexte à l'autre, ça peut être du simple au double, quoi. Donc, on ne sait jamais et mieux vaut éviter d'être éliminé trop tôt, bêtement, pour une question de prétention salariale. Et ça, c'est des choses que j'ai déjà vues. C'est-à-dire des gens qui ont qui très tôt ont déclaré des prétentions salariales qui n'étaient pas tenables forcément pour l'organisation. Et il faut savoir qu'au moment du pré-entretien, par exemple, tu n'es pas le seul candidat. Je peux avoir 10 personnes que je vais appeler pour un pré-entretien. Et à la fin, je n'en retiens que 4 pour l'entretien définitif physique ou en ligne. Et donc, sur les 10 personnes, quand je demande les prétentions salariales, si je me rends compte que c'est pas forcément éliminatoire, attention, mais si je me rends compte que à compétence, a priori, à compétence égale, à niveau d'expérience égal, à parcours plus ou moins comparable, il y en a un qui me demande entre 200 et 400 et l'autre qui me demande entre 800 et 900 ou entre 800 et 1 300 000, bah écoute, si je n'ai que 4 places pour l'entretien final, je vais quand même prioriser ceux à qui je ne ferai pas perdre de temps et qui me feront pas perdre de temps aussi. Surtout si je sais que moi, sur le budget que j'ai sur le poste, il est inférieur à la fourchette inférieure que tu m'as donnée. C'est-à-dire que si toi, tu m'as dit entre 800 et 1 300 000, alors que moi, je sais que le budget que j'ai sur ce poste, c'est 600, ça devient compliqué. Maintenant, si ta braquette inférieure, elle n'est pas si éloignée que ça du budget, et surtout si tu as un profil qui sort complètement du lot, bien sûr que je vais tenter le coup. Je vais quand même t'appeler en entretien et ensuite on verra ce que donnent les négociations. Autrement dit, si j'avais un budget de 600 000 et que toi, tu me dis, toi, c'est entre 800 000 et 1 million, mais que tu as un profil vraiment solide, vraiment singulier et qui sort du lot, bah, et que j'ai 4 places pour l'entretien, je pourrais te réserver quand même une place. Mais c'est sûr que je ne vais pas réserver les 4 places à 4 personnes
qui ont des prétentions salariales qui excèdent de loin le budget que j'ai sur ce poste-là. Donc, le plus sûr, c'est de donner une fourchette qui est plus large. C'est-à-dire, tu donnes un minimum qui correspond quand même à toi, le minimum réel sur lequel tu pourrais t'aligner. Il ne faut pas donner un minimum que tu n'accepterais pas en bout de course. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ce serait vraiment perdre du temps. Si tu sais que toi, tes besoins dans ta vie, tes projets, ta situation financière t'empêche d'aller en dessous, par exemple, de 300 000 ou de 400 000 ou de 200 000, il ne faut pas donner une fourchette basse qui soit en dessous de ça. Ce ne serait pas pertinent. Mais par contre, il ne faut pas non plus se dire que si dans ma prétention, je dis 300 000, euh, forcément, j'aurai 300 000 à la fin. Donc, mieux vaut que je dise 800 000 dès maintenant. Comme ça, après, je vais. C'est pas comme quand tu négocies un taxi. Tu vois ce que je veux dire? Ou quand tu prends le taxi, le taximan, il va commencer à 5 000 en sachant qu'il vise 2 500. Et toi, tu vas commencer à 800 en sachant que tu vois, ça marche pas vraiment comme ça. Ici, l'idée, c'est vraiment de donner non pas un montant fixe. Par exemple, moi, ma prétention, c'est 300 000. Ou bien moi, ma prétention, c'est 400 000. Mais de donner une fourchette qui soit assez large et dont la partie basse soit quand même assez confortable pour toi. Il ne faut pas donner une fourchette qui ne t'arrange pas au final. Mais il ne faut pas non plus saper dès le départ tes chances d'avoir le poste. Donc, essaie de ne pas donner une fourchette qui soit complètement en décalage avec le budget. N'hésite pas, si possible, à tenter. Des fois, les gens, ils tentent. Hein. Ils tentent de demander. Quand je leur pose la question, quelles sont vos prétentions salariales, ils vous disent, quel est le budget que vous avez sur ce poste? Ou bien, combien est-ce que vous êtes prêt à payer? Et ensuite, je leur dis, bon, nous, on a un budget de temps à temps. Et eux, ensuite, ils se disent, bon, parfois, ça les arrange, parfois, ça les arrange pas trop. Dans tous les cas, ils disent, c'est entendable, c'est audible. Allons jusqu'à l'entretien, on verra comment se passe l'entretien. Il n'y a pas que l'argent qui m'intéresse, et ça, il faut quand même le dire, pour ne pas donner l'impression qu'il n'y a que l'argent qui t'intéresse. Il n'y a pas que l'argent, je suis intéressé par votre mandat, je suis intéressé par ce que je pourrais apprendre, etc., etc. L'argent, ça viendra dans un second temps, et faisons quand même déjà l'entretien, et puis on verra ce que ça donne. Mais ça, c'est si tu te rends compte quand même que le budget qu'on a communiqué pourrait potentiellement t'arranger. Si par exemple, toi, tu sais que euh, tu ne peux pas aller en dessous de 500 000 et que le recruteur te dit, nous, on a 250 000 sur ce poste, il ne faut pas mentir et lui dire, allons à l'entretien, ça ne sert à rien. Tu dis clairement que moi, honnêtement, j'aimerais vraiment parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre, j'ai beaucoup de choses à apporter, etc. Mais je pourrais difficilement m'aligner sur 250. Est-ce que ces 250-là sont négociables ou pas? Si oui, jusqu'à dans quelle mesure et est-ce qu'on pourrait en reparler au moment de l'entretien? Donc voilà, mon conseil, c'est ça, c'est ne pas trop insister sur l'argent, en tout cas avant l'entretien, durant le pré-entretien ou même durant l'entretien. Euh, ou en tout cas compter la question monétaire avec d'autres considérations comme le fait que je suis intéressé par l'organisation, je suis intéressé par son mandat, j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à apporter, etc. Être transparent, ça c'est mon deuxième conseil, il ne faut pas mentir non plus. Si ce qu'on te propose est trop bas, tu le dis. Si ton minimum c'est ça, tu le dis. Et troisième conseil, quand même donner une fourchette assez large qui puisse faire en sorte que tu ne sois pas éliminé inutilement trop tôt. Voilà pour mes trois conseils. Top, 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 Abdul. Merci beaucoup. Très clair aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je challenge toujours Abdul sur une question qui me semble aussi importante. Est-ce que tu as des conseils, Abdul, à nous donner par rapport pour réussir un entretien vidéo par rapport à un entretien en personne? Je sais que sur les aspects d'entretien en personne, on va parler d'habillement, on va parler de langage corporel. Et sur les aspects d'entretien vidéo, on va plutôt parler de connexion, d'activer la vidéo ou pas, etc. Mais du coup, est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport à ces bonnes pratiques? Yes, merci pour cette question, Adrien. Alors, effectivement, les deux modalités sont fréquentes, l'entretien en ligne et l'entretien en présentiel. Ma préférence va à l'entretien en présentiel par expérience. Il y a des choses qui passent difficilement en ligne. Après, l'entretien en ligne peut aussi présenter certains avantages. Maintenant, lorsque vous êtes en ligne et qu'on vous demande d'activer votre caméra, essayez de le faire. Si vous n'avez pas de caméra, dites-le en avance. Au moment où vous avez calé même la date de l'entretien, vous vous demandez est-ce que la caméra doit être activée ou pas. Parfois, c'est requis dans certaines organisations. Elles ne feront pas d'entretien sans la caméra. Si vous n'avez que la voix, c'est-à-dire que vous n'avez pas de caméra, assurez-vous qu'il n'y ait pas de latence. Parce qu'autant quand on se regarde, on sait ce qui se passe, autant quand on ne se voit pas,
un blanc de 3 secondes peut paraître beaucoup plus long qu'il ne l'est en réalité. Donc, lorsque vous êtes en train de réfléchir ou bien lorsque vous êtes en train même de consulter des documents, ce qu'il faut quand même éviter, parce que le recruteur peut avoir l'impression que vous êtes en train de, vous avez préparé des anti-sèches, donc vous avez déjà préparé des réponses et que vous êtes en train de les lire. Et dans des cas comme ça, souvent le recruteur vous dira activez la caméra s'il vous plaît, ou est-ce que vous pouvez regarder la caméra? Moi, j'ai déjà vu ça plusieurs fois. Des managers qui ont demandé aux candidats regardez la caméra s'il vous plaît, ne regardez pas ailleurs s'il vous plaît, ou qui après l'entretien m'ont dit Abdul, ce gars-là, il était en train de lire un texte ou il était en train. Donc ne vous dites pas parce que vous êtes en ligne, ne vous mettez surtout pas dans la tête que vous avez la possibilité de tricher entre guillemets. Il faut éviter ça parce que ça va se sentir. Ça va se sentir. Ensuite, essayez vraiment d'avoir, comme je le disais, encore plus d'attention sur la partie dynamisme de la voix et la partie énergie dont je parlais au début de l'entretien en disant que c'était extrêmement important. Cette énergie-là, vous ne pouvez la véhiculer que par la voix quand vous êtes en ligne. Vous ne pouvez pas la véhiculer par autre chose. Et donc, il faut que votre voix puisse porter suffisamment bien. Si elle ne porte pas bien, c'est toute votre image en fait qui en pâtit, malheureusement. Donc, c'est comme au téléphone, tout passe par la voix, donc il faut vraiment faire attention à l'intonation, il faut vraiment faire attention aux blancs que vous pouvez laisser courir, aux bruits qui peuvent être autour. Il faut qu'on sente qu'il n'y a pas de perturbation inutile. Et c'est un peu plus compliqué aussi en ligne d'avoir une certaine fluidité dans les échanges. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut vous interrompre ou quand quelqu'un veut ajouter quelque chose, quand quelqu'un veut ajouter quelque chose ou quand quelqu'un veut rebondir à chaud sur quelque chose que vous venez de dire, c'est beaucoup plus facile en face à face. Parce que quand je suis face à quelqu'un, je sens qu'il veut parler. Et donc, je peux abréger ce que je suis en train de dire ou je peux me taire pour lui laisser l'opportunité de parler. Mais quand je ne vois pas la personne, je ne sais pas si elle veut rebondir ou pas. Donc, à vous aussi de saisir ces moments-là et de ne pas forcément être forcément dans une forme d'attentisme. Si vous voulez réagir ou rebondir, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut couper la parole à votre interlocuteur, ça veut juste dire qu'il faut lever la main. Ou en tout cas, n'hésitez pas à essayer de compenser cette difficulté-là sur la technique et ne vous bridez pas dans votre capacité à interagir avec vos interlocuteurs. En face, on pourra très facilement prendre la parole plus facilement, alors qu'en ligne, on peut se limiter beaucoup et on peut vraiment attendre forcément que la personne termine, ce qui est quand même recommandé, attendez que la personne termine, mais n'hésitez pas à intervenir quand il faut intervenir. Donc, à activer votre micro. En fait, coupez votre micro si vous savez qu'il y a des nuisances sonores autour. Mais s'il n'y en a pas, à la limite, vous pouvez laisser votre micro activé. Ça vous permettra d'avoir des échanges un peu plus fluides. Quand vous prenez des notes, dites là, je suis en train de prendre des notes. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand je parle avec des gens. Ils ne me voient pas prendre des notes, donc je leur dis là, si vous ne m'entendez pas pendant 2 secondes, c'est normal, je suis en train de prendre des notes, désolé, etc. Donc, ça demande quand même une forme d'adaptation, les entretiens en ligne. Mais globalement, le principe reste le même, hein. Il ne faut pas changer votre approche parce que c'est en ligne. Il s'agit toujours de convaincre sur vos compétences techniques, il s'agit toujours de convaincre sur votre posture, sur votre personnalité, sur votre motivation et sur votre capacité à vous projeter sur un poste. Mais j'insiste encore sur le fait de ne pas se dire que parce que c'est en ligne, je peux tricher. Les gens font attention au bruit de papier, les gens font attention au fait même que vous êtes en train de lire des choses. Et moi, j'ai déjà vu des gens qui lisaient des choses parce que malheureusement, ils ne sont pas allés très loin. Ils ont pris des choses sur Internet que j'avais moi-même sous les yeux. Donc, je les voyais lire mot pour mot tout le texte. Et je leur ai rien dit, en fait, mais je savais qu'ils étaient en train de lire. Donc, le fait d'être en ligne ne doit pas non plus vous débrider complètement et vous donner l'impression que vous pouvez essayer de contourner un peu les règles du jeu. Et par rapport comment dire, aux entretiens en présentiel, Abdul, langage corporel, habillement. C'est marrant parce que j'ai eu récemment bon, je vais pas dire une collègue parce qu'on était plutôt voisins dans le bâtiment, qui me demandait, le jour même, elle avait un entretien, elle m'a dit, est-ce que je suis bien habillé, est-ce que je suis habillé correctement et tout. Et je lui ai dit, oui, tu peux y aller comme ça. Tant que c'est pas des tenues affriolantes ou hyper hors sol, il n'y a aucun souci, habillez-vous correctement. Vous n'êtes pas obligé de venir en costume cravate. Euh, Venez de manière standard, on va dire. Il ne faut pas venir comme moi en short sandales. Il ne faut pas venir non plus forcément en costume cravate 3 pièces, tiré à 4 épingles, super stressé, avec une attitude vraiment qui donne vraiment l'impression que c'est un conseil ministériel. Si vous savez que de toute façon l'organisation ne fonctionne pas comme ça, si vous êtes un peu renseigné, vous avez bien vu que l'organisation n'était pas forcément du type à porter tout le monde ne porte pas de costume. Après, il faut maîtriser un peu le secteur.
Si tu vas faire un entretien dans un cabinet d'audit, par exemple, bah oui, tu vas pas venir en t-shirt, quoi. Parce que là-bas, le dress code, il est assez particulier. Donc, renseigne-toi sur le dress code du secteur. Essaye de pas prendre de risques, en fait. C'est-à-dire, mieux vaut venir trop habillé que pas assez habillé, déjà. Ça, c'est une chose. Mais c'est pas forcément pertinent de venir trop habillé non plus en fonction du contexte, en fonction du secteur, etc. Donc, quand je vois quelqu'un se présenter en costume, cravate, je vais pas. Au pire du pire, ça va me faire sourire. Ou au pire du pire, je te ferai la remarque que c'est pas vraiment le dress code qu'on a, nous, ici, dans notre organisation. Mais par contre, si je te vois venir de manière hyper débridée, là, oui, je vais me poser des questions sur ton sérieux. Donc, mieux vaut trop que pas assez dans ce contexte-là, mais il faut pas non plus en faire trop pour en faire trop si vous savez que c'est pas le genre de la maison. Sur la posture corporelle, écoutez, c'est particulier. Et c'est là où j'insiste sur la nonchalance. Quand je parlais de la nonchalance dans les réponses, je faisais vraiment la différence entre la nonchalance dans le fond des réponses et la nonchalance dans la forme. C'est-à-dire qu'il y a des réponses qui sont nonchalantes parce que c'est des réponses de type oui, non, oui, je sais ou non, je sais pas. Bon, je pense. On te dit, est-ce que tu serais disponible pour commencer à bosser sur tel dossier ou sur tel sujet de 8h à 18h dans un premier temps. Ensuite, on reviendra à 8h, 17h. Et tu dis, bon, je sais pas, on verra. Tu vois, des réponses pas convaincues ou des réponses laconiques ou des réponses, voilà, nonchalantes sur le fond. Tu as les réponses sur la forme, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui parle pas fort, quelqu'un qui parle pas bien, quelqu'un qui finit même pas ses phrases ou quelqu'un qui prend énormément de j'ai déjà vu ça, c'était assez agaçant. C'est-à-dire que tu lui posais la question, il te regardait et puis voilà, il laissait courir comme ça 5 secondes. Tu as l'impression qu'il était en train de faire un malaise, mais pas du tout en fait. Il était juste, je sais pas, c'est comme s'il était agacé par la question. Et ça se voyait physiquement. Il était agacé par la question. Et d'ailleurs, après, quand on a fait le débriefing avec les autres membres du panel, ils m'ont dit, Abdul, on a senti que toi, tu étais moins réceptif par rapport à cette personne que nous. J'ai dit, mais c'est normal parce que moi, j'avais cette personne en face de moi. Vous n'avez pas vu comment elle réagissait aux questions. Ça se voyait sur son visage que chacune des questions, c'était quelque chose qui l'embêtait en fait. Elle ne le prenait pas positivement. Et donc, oui, faites attention quand même à votre langage corporel. Vous n'êtes pas censé être embêté par une question, comme si on était en train voilà, de vous faire passer un interrogatoire et que vous étiez à la police ou des choses comme ça. Après, il ne faut pas faire semblant d'être ce que vous n'êtes pas, c'est ce que je disais un peu plus tôt. Il ne faut pas faire semblant d'être hyper extraverti, de rire alors que ce n'est pas drôle ou de sourire tout le temps pour rien. Soyez juste naturel. Soyez juste naturel. Merci Abdul. Merci. Je pense qu'il y a un apprenant qui a posé une question dans le chat. Monsieur Ba, je voudrais savoir comment gérez-vous le stress et comment réagissez-vous face à la pression? On a eu une session sur la gestion du stress. Je vous inviterai à revoir notre replay, mais peut-être dans le cas précis, peut-être Abdul, en matière d'entretien, comment gérer le stress, comment réagir face à la pression? Alors là, il y a deux questions. Est-ce que la question, c'est plutôt comment gérer le stress ou bien comment répondre à la question, comment gérez-vous le stress? Alors, il a posé deux questions. Comment gérez-vous le stress lors d'un entretien et comment réagir face à la pression? Donc, je pense que ça porte Ça, c'est la sur... question qui est posée en entretien ou c'est la question qui est posée à moi? Tu vois ce que je veux dire? Non, 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 non. En fait, il veut savoir comment gérer le stress quand il va en entretien, en fait. Donc, comment il est censé gérer ce stress-là? J'imagine qu'il est stressé. Ok, Donc, peut-être toi, en tant qu'RH, c'est est-ce ça que la tu lui question. conseilles pour gérer le stress et tout? Donc, pour moi, c'est ça la question, en fait. Ok, si c'est ça la question, ça marche. Donc, si la question est de savoir comment gérer le stress avant un entretien et comment réagir face à la pression, et donc pas la question qui vous est posée en entretien de comment vous gérez ça. Dans ce cas, comme je l'ai dit, la meilleure Alors, solution, c'est... Abdul, Oui, Monsieur oui, Ba, est-ce que vous pouvez poser votre question directement pour qu'on soit aligné? Bonjour. Bonjour. salut. Ok, ça va bien. Ok, je voudrais savoir comment répondre à un entretien d'embauche, comment répondre à cette question. Comment gérez-vous Ok, le stress? C'est-à-dire en travaillant, quoi, comment vous gérez le stress? ok, Mais super, aussi c'est très clair. comment réagissez-vous face à la pression, peut-être des clients ou bien du N+1 ou bien... Super. La première, vous avez déjà fait le plus difficile, c'est-à-dire que vous vous êtes déjà posé la question avant l'entretien. Donc, vous êtes déjà capable de préparer des éléments de réponse.
Et ces éléments de réponse, idéalement, vont se baser sur votre expérience. Et c'est une des questions les plus faciles au sens où vous n'êtes pas obligé d'avoir une expérience professionnelle pour pouvoir répondre à cette question-là. On a tous vécu du stress, on a tous eu à gérer de la pression, même en dehors du travail, dans nos relations personnelles, dans notre vie privée. On a eu des moments de stress importants, tous. On a tous eu à surmonter une forme de pression, à ne pas se laisser crisper ou scléroser par la pression et devoir quand même avancer malgré tout. Donc, si tu n'as pas d'expérience à faire valoir sur ce sujet-là au plan professionnel, mais l'idéal, c'est quand même d'avoir des exemples sur le plan professionnel, donc de dire, effectivement, j'ai déjà eu à vivre ça, j'ai déjà eu à vivre ça dans ma précédente entreprise ou ici ou là, et j'ai réagi de telle manière, j'ai pu, déjà, la meilleure des attaques, on dit souvent que la meilleure des défenses, c'est l'attaque. Moi, je dis, dans ce cas-là, la meilleure des attaques, c'est la défense. C'est-à-dire que la meilleure manière d'éviter de stresser, c'est d'éviter les raisons du stress. Donc, c'est d'anticiper les causes du stress. Donc, si tu sais que tu as une échéance dans une semaine, tu as un rapport qui va te prendre au moins une semaine à faire, ne t'y prends pas 2 ou 3 jours à l'avance. Si tu sais que, je sais pas moi, tu as un rendez-vous demain, assure-toi que ton calendrier te permet de gérer ce rendez-vous-là, sinon tu vas stresser inutilement. Si tu sais que tu as besoin de quelque chose à temps, assure-toi d'avoir cette chose le plus tôt possible. Donc, autrement dit, anticipe au maximum dans ta planification de tes activités courantes, etc. Maintenant, il y a forcément des moments où des imprévus vont survenir. On va te demander de rendre un rapport pour le lendemain, alors que tu sais très bien que ce rapport-là, pour le faire bien, c'est 3 jours. Et dans ce cas, il y a toujours des voies alternatives. Par exemple, j'ai eu ce cas où on a dû négocier avec le bailleur en lui demandant une prolongation, il ne l'a pas donnée. On a dû donc reprendre des éléments dans notre rapport qui existait déjà, adapter un peu, s'y mettre à plusieurs euh, et ensuite fournir un rapport qui était une sorte de pré-rapport en leur disant qu'on allait consolider ça et leur donner la version définitive un peu plus tard. Donc, il y a toujours moyen de se poser calmement et de trouver des solutions, des alternatives ou des appoints. Mais maintenant, l'idéal, c'est quand même d'éviter ces situations de stress et pour ça, c'est d'anticiper au maximum ces problèmes quand c'est possible de les anticiper. Donc, tu pars de ça, de ton expérience. Comment est-ce que tu fais pour anticiper les, 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 euh, les raisons de stresser, les situations stressantes? Comment tu fais pour faire en sorte qu'elles n'arrivent pas? Et lorsqu'elles arrivent, comment est-ce que tu fais pour mitiger le risque? C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir une vision risk management. Quand tu stresses, c'est parce que tu sais que le moyen n'est pas forcément en phase avec la fin. Mais comment tu fais pour les aligner autant que possible en diminuant autant que possible les risques qui sont associés? Parce que si tu diminues le moyen, tu atteins difficilement la fin. Donc, comment est-ce que tu fais pour gérer le risque à ce niveau-là? Et ça, c'est l'expérience qui en parle. Par exemple, en ce qui me concerne, je vais te donner un exemple très simple. Je pouvais stresser parce que je sais que la personne qui devait signer l'ordre de virement pour les salaires des gens euh, était partie en voyage, donc elle n'est pas capable de signer cet ordre de virement-là. Alors, j'aurais pu stresser et puis me dire, ah tiens, bah, je vais rejeter la faute sur cette personne parce qu'elle ne m'a pas prévenu, donc je vais dire à tout le monde que cette personne ne m'a pas prévenu, donc désolé, vous n'aurez pas vos salaires avant le mois prochain. Mais il y a deux approches là. Un, c'était ma capacité à anticiper ce problème, c'est-à-dire à m'assurer que le calendrier et la planification des voyages et des déplacements est su à mon niveau bien avant, et comme ça, je n'aurais pas eu à faire face à ce problème-là. Donc, quand j'ai quand j'ai des signatures, par exemple, dont j'ai besoin, je m'assure que toute personne dont j'ai besoin de la signature et qui doit voyager me donne l'information avant. Donc, déjà ça. Donc, la planification permet d'éviter le stress. Ensuite, quand la situation elle se présente, tu trouves des solutions. Et là, j'ai dit quoi? Je dis, bon, les gars, pour ceux qui ont des urgences en termes de salaire, parce que peut-être il y a des fêtes ou parce que voilà, vous aviez déjà fait vos plans, votre planification budgétaire et tout ça, et là, le salaire va arriver un peu en retard, n'hésitez pas à venir prendre des avances auprès de la compta. Et nous, on va faciliter ce processus-là. S'il le faut, on va tordre un peu la politique pour les avances pour vous permettre d'avoir une avance, parce que là, c'est une circonstance exceptionnelle. Et ça permet de régler le problème en mitigeant le risque d'une certaine manière. Donc, c'est comme ça. C'est un fonctionnement, encore une fois, en deux phases. Anticiper le facteur de stress autant que possible. Et une fois que bah, ça arrive, parce que des fois, bah, tu n'y peux rien, il y aura forcément des situations stressantes qui vont se présenter. Comment est-ce que tu fais pour avoir une lecture lucide de la situation sans te laisser emporter par tes émotions et analyser le problème de telle sorte à pouvoir dégager une solution qui soit pertinente et qui permette de limiter autant que possible le risque organisationnel.
Et donc, tu te bases sur ton expérience dans l'entreprise, mais aussi ton expérience personnelle. Parce que tu as eu, c'est sûr, des situations dans lesquelles tu as eu à stresser ou à prendre des décisions dans l'urgence. Et forcément, soit tu as traité correctement le problème, soit tu l'as pas traité correctement et tu as vu les conséquences. Et donc, tu as appris les leçons de cet échec-là. Et donc, tu sauras comment te comporter une autre fois. Voilà. Bah, nous met un coche. Alors, il est satisfait des éléments de réponse Abdul. Merci beaucoup. Il y a Equilab Center qui a posé la question de savoir quel conseil pour ceux qui visent une reconversion professionnelle. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par ça, mais du coup, Abdul, je ne sais pas si c'est bon pour toi. Est-ce que vous pourriez activer peut-être votre micro, je ne sais pas si c'est possible, et préciser la question? Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Voilà. Donc, j'ai un parcours professionnel dans un domaine et donc, mais je décide que je ne peux plus être euh, manager dans le domaine de la finance, je peux reconvertir pour les ressources humaines. C'est un OK. domaine qui m'intéresse en Uh-huh. capitalisant sur mon expérience. Donc, quel conseil avez-vous apporté aux personnes qui ont ce type de profil? Parce que du coup, quand tu vas postuler pour une offre d'emploi justement dans les ressources humaines, on va regarder, on va voir que ton parcours financier. Donc, du coup, l'approche, je me dis, comment s'y prendre dans ce cas de figure et comment faire face à l'interview, en fait, si jamais tu es retenu pour ce cas de figure. Super. Question très pertinente et très claire. Je comprends très bien la question. C'est d'autant plus facile pour moi de répondre que je suis dans cette situation-là que tu décris, c'est-à-dire que je suis passé des finances au RH, sans aucune expérience préalable dans les RH. Alors, le mot-clé ici, tu l'as prononcé, c'est la capitalisation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer par perte et profit toute ton expérience passée en disant que c'est multiplié par zéro et que je recommence tout. Non, il y a forcément des éléments dans ton expérience passée, dans ton parcours passé, sur lesquels tu peux t'appuyer pour encore mieux performer dans ta réorientation et dans ta reconversion. Je donnais l'exemple un peu plus tôt dans les ressources humaines, le fait que j'ai fait 11 ans d'études en finance. Euh, c'est pas une perte pour moi parce qu'il y a énormément d'éléments. Je suis tout le temps dans le bureau des comptables aujourd'hui en tant que RH. C'est moi d'ailleurs qui ai suggéré, ou en tout cas j'ai participé aux discussions là récemment sur de l'écriture comptable pour les subventions euh, en cascade. Bon, ça, je rentre pas dans le jargon technique, mais si tu veux, je me suis beaucoup impliqué dans les éléments et les questions comptables au sein de l'organisation. Et donc, si tu as cette vision, comme je disais, business partner, ce n'est pas une perte, c'est absolument pas une perte sèche pour toi, ce parcours précédent, mais il faut savoir le valoriser. Donc, tu vas te poser avant même l'entretien et tu vas voir de quelle manière est-ce que ce parcours passé-là pourrait être pertinent dans le cadre de ta reconversion. Quels sont les éléments de ce parcours-là qui pourraient alimenter en réalité la pertinence de ta candidature, par exemple, pour un poste de RH. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, dans un deuxième temps, il faut quand même construire un narratif qui soit pertinent et qui soit cohérent. Parce qu'on va forcément te demander pourquoi est-ce que tu veux passer des RH aux finances. Et là, il faudrait créer justement ce narratif-là qui rende le tout pertinent. Je te donne l'exemple. Tu n'es pas sans savoir que dans la plupart des organisations internationales ou bien dans certaines organisations d'envergure, il y a ce qu'on appelle les services support. Les services support couvrent non seulement les finances, mais aussi les RH et la logistique. Donc, tu peux parfaitement dire que dans un premier temps, tu voulais cette expérience en finance-là et que tu veux maintenant t'orienter vers quelque chose de plus, élargir tes horizons et viser les services support en tant que tel. Donc, tu veux pouvoir développer des compétences en RH et en logistique pour, à terme, devenir responsable des services support d'une organisation ou couvrir tous ces départements-là, ce qui suppose d'avoir des compétences, des connaissances et une expérience dans les trois volets. Donc, c'est pas du tout une perte pour toi. Maintenant, si c'est une reconversion qui est un peu... Parce que là, c'est pas vraiment une reconversion. C'est plus une forme de réorientation. Mais si on parle vraiment de virage à 360 degrés ou à 180 degrés, par exemple, j'ai eu des gens qui ont fait géographie et qui sont allés ensuite dans le marketing, bah là, il va falloir expliquer effectivement pourquoi est-ce que tu t'es intéressé au marketing. Naturellement, le marketing, tu ne l'as pas découvert au moment où tu as postulé.
cette personne-là, je reprends l'exemple de cette personne-là, même si elle avait un parcours en géographie, à côté, elle faisait déjà du marketing à ses heures perdues, c'est-à-dire elle faisait de la vente en ligne, elle animait des pages sur les réseaux sociaux, elle mettait en place des campagnes de communication, etc., etc. Mais c'était vraiment à ses heures perdues, c'était pas dans le cadre de son expérience professionnelle forcément. Et ensuite, ça l'a tellement intéressée qu'elle a voulu se réorienter professionnellement, donc avoir un emploi formel dans ça. Donc, elle ne part pas de zéro, elle a déjà une expérience personnelle dedans. Et ensuite, la géographie, elle nous a expliqué que c'était une orientation. Elle a été orientée en géographie, c'est pas forcément ce qu'elle voulait faire, mais elle en a tiré quand même beaucoup d'enseignements, beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences qu'elle a su valoriser, même par rapport à sa transition vers le marketing. Donc, même en faisant un grand écart géographie-marketing, en réfléchissant assez, tu es capable de trouver des éléments dans ton parcours antérieur, dans ta vie antérieure, qui peuvent être pertinents dans le cadre de ta reconversion. Donc, il faut vraiment chercher ça avant même l'entretien pour pouvoir le valoriser. Super. Super. Merci Abdul. On est vraiment rattrapé par le temps et nous devons enchaîner avec d'autres sessions en ligne. Mais je tiens vraiment à vous remercier d'avoir participé à cette session. Malheureusement, il est l'heure. Mais voilà, le temps ne suffit jamais pour aborder tous ces détails-là, pour en tout cas mieux vous accompagner dans chaque emploi. Mais ne vous inquiétez pas, il y a d'autres sessions qui vont arriver. Demain déjà, on a une session de formation sur comment les préalables, comment dirais-je, comment le métier d'enquêteur, la découverte du métier d'enquêteur, donc responsabilité, rôle, importance, etc. Ce sera à partir de 11 heures. Donc, ne ratez pas cette opportunité de formation aussi pour ceux qui sont tentés de faire des expériences de recherche, de recherche de terrain, d'enquête de terrain, etc. Donc, vous verrez sur nos différents canaux du guichet jeunesse, on a fait la publication depuis avant-hier. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Rappelez-vous que le savoir est une porte ouverte vers de nouvelles opportunités. Je vous invite vraiment à utiliser ce qu'on a appris aujourd'hui pour mieux affiner vos recherches, vos entretiens. Remercier Abdul encore une fois d'avoir animé cette session de formation. Il y a d'autres formations qui vont arriver. C'est durant toute l'année qu'on va organiser cette formation-là. Je vous enverrai le replay, le formulaire de satisfaction pour nous dire ce que vous avez pensé de la session, la coordination, le contenu, le temps, etc. D'ici là, je vous souhaite vraiment de passer une très bonne journée et on se retrouve très bientôt à demain pour ceux qui sont intéressés pour la session sur le métier d'enquêteur. Très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Allez, passez une bonne journée et à bientôt.